Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio-Télévision Thaqafirith. Aujourd'hui, dans l'émission Pensée libre, nous avons l'honneur d'inviter Madame Maroufi, qui est directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes. Madame Maroufi, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venu. Et nous avons aussi avec nous Zidane. Bonjour Zidane. Bonjour Rabah, bonjour Madame Maroufi, nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre plateau aujourd'hui. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, je vais commencer juste par vous poser une question. Qui est Madame Maroufi en fait? Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Fadila Maroufi, je suis née à Bruxelles, je viens d'une famille, je suis issue d'une famille, troisième génération née à Bruxelles. Famille qui vient du Maroc, originaire du Maroc, du nord du Maroc, plus précisément d'une petite ville qui s'appelle Nador. J'ai grandi à Bruxelles avec une fratrie on est 8, donc je suis l'aîné, 4 filles, 4 garçons. Et donc j'ai grandi en fait je suis né en 1976, donc j'ai grandi, on va dire, avec les islamistes, et donc le sujet qui va suivre par la suite. Donc voilà, moi, ce que je vais plutôt expliquer, ou en tout cas ce que j'aimerais essayer de faire partager ici avec vous, et d'ailleurs c'est un grand honneur pour moi de pouvoir partager ça avec vous et avec le peuple kabyle, puisque nous avons quand même des choses en commun. Nous sommes issus quand même du peuple kabyle du Maghreb, et moi-même étant de famille justement d'origine marocaine, plutôt berbère, donc du Rif, j'ai grandi avec cette langue-là, en parallèle avec le français en Belgique, mais j'ai vu aussi apparaître le fondamentalisme à Bruxelles depuis les années 80. J'ai grandi avec ça et je l'ai vu pousser petit à petit. Et c'est ce qui m'a amené au fur et à mesure pour la lutte contre l'islamisme. Donc je suis aussi militant, je suis anthropologue. J'ai fait des études d'anthropologie, mais avant ça, j'étais travailleuse sociale. J'ai travaillé pendant plus de 25 ans comme travailleuse sociale à Bruxelles. J'ai vu l'islamisme ronger la société bruxelloise, et c'est ce qui m'a donné envie d'approfondir des études. Donc j'ai commencé des études d'anthropologie pour étudier ce phénomène-là, et pour ensuite évidemment partager mes connaissances autour de moi un peu partout en France, en Belgique et dans d'autres pays. D'accord, merci bien. Zidane? Oui, il y a juste un mot. Donc merci pour la présentation. Moi, je la connais un petit peu. Je connais votre combat, votre parcours. Il y a un mot là. Vous avez glissé un mot, je pense par inadvertance, un peu quand vous avez dit avec le Maghreb. Je pense que c'est pas le bon mot. Moi, j'aurais préféré l'Afrique du Nord. Parce que quand on dit Maghreb, ça se sous-entend, il y a quelque chose qui lie. Alors quand on lutte contre les fondamentalismes, spécialement islamiques, donc on est Maghreb de personne. Donc nous sommes l'Afrique du Nord. Nous avons bien notre géographie, notre territoire. Je pense que ce terme Maghreb, voilà, en tout cas nous, on essaye un petit peu de communiquer par rapport à ça. Même on a correspondu avec des politiques français pour leur dire il faut cesser d'utiliser cette notion du Maghreb parce que c'est une humiliation à nos peuples berbères, amazirs en Afrique du Nord. D'accord, merci bien, merci Zidane. Alors, Madame Maroufi, vous êtes présidente donc de l'Observatoire européen des fondamentalismes. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette organisation qui est l'OEF, c'est ça, Observatoire européen des fondamentalismes? Alors, l'Observatoire européen des fondamentalismes, il a été créé en 2020. Parce que après avoir travaillé sur la question de l'islamisme, on s'est rendu compte qu'il y avait très très peu de connaissances produites sur la critique de l'islamisme, du fondamentalisme islamique, et on a voulu créer une organisation où on pouvait traiter de ces questions-là et de pouvoir les étudier d'une manière plus profonde, et pour comprendre et permettre de lutter contre ce phénomène. Et donc on avait décidé d'installer ça à Bruxelles. Pourquoi Bruxelles? Parce que Bruxelles, en réalité, c'est aussi la capitale de l'Europe, surtout, qui a les institutions européennes. Et on sait maintenant, avec le temps, que Bruxelles est complètement gangrénée par l'islamisme, parce qu'ils ont compris évidemment qu'en influençant à partir de Bruxelles, ils influenceraient aussi les autres pays
de l'Europe. Et donc, il nous paraissait important d'être au cœur même des institutions européennes pour travailler sur ces questions-là. Donc, à l'Observatoire européen des fondamentalismes, nous avons 3 volets. Au départ, il y avait un volet juridique. Donc, c'était vraiment créer un espace avec des avocats qui permettent, notamment quand il y a des djihad judiciaires ou quand on est confronté à l'islamisme, de pouvoir avoir des avocats qui s'y connaissent dans ce domaine-là et qui pourraient évidemment contrer les djihad judiciaires. Il y avait aussi un volet recherche. Et donc là, c'était plutôt, parce qu'on l'a confondé avec Florence Bergeau-Blaclair, qui est chercheuse au CNRS en France, qui a écrit d'ailleurs l'ouvrage qui a créé l'ouvrage sur le frérisme et ses réseaux, l'enquête, Odile Jacob en 2023, qui a été une vraie bombe, parce que enfin nous avions un ouvrage qui traitait de l'islamisme des frères musulmans en Europe. Ce qui était vraiment, ce travail et ce phénomène était très rarement connu, peu connu en tout cas. On connaissait celui qui était justement des pays d'Orient, mais on ne connaissait pas la confrérie, comment elle avait évolué. On ne l'avait pas vraiment étudié comme il le fallait en Europe. Et donc il fallait ce volet-là pour pouvoir étudier les frères musulmans en Europe. Et puis alors après, il y a le volet social, c'est-à-dire que quand on a des personnalités qui sont confrontées à l'islamisme, moi comme je suis travailleur social, donc j'accompagne soit les personnes issues des familles musulmanes qui sont confrontées au radicalisme, ou aussi des enfants qui viennent de ces familles qui ont des difficultés au sein de ces familles-là. Donc c'est de les accompagner. Par exemple, j'ai eu une jeune fille qui allait être emmenée au Pakistan pour être mariée de force. Donc, il a fallu l'exfiltrer. Donc, il y a eu toute une procédure, comme j'ai une expérience sociale, d'accompagnement. C'est comment aussi accompagner convenablement, finalement, ces familles-là, parce qu'on sait que c'est très difficile de quitter sa famille. Il est très difficile d'aider quand on vient de l'intérieur. Moi-même, l'ayant vécu dans ma propre chair, j'ai grandi là-dedans et j'ai vécu ces phénomènes-là. Donc, du coup, voilà, j'ai une expertise qui me permet d'accompagner les gens et aussi former et accompagner les professionnels dans le secteur de l'enseignement, dans le secteur médical, différents secteurs, pour qu'ils comprennent qu'est-ce que le radicalisme ou qu'est-ce que l'islamisme et comment aussi observer auprès de leur public quand il y a un phénomène de radicalisme, comment au mieux répondre. Parce que finalement, ce qu'on a pu constater depuis plusieurs années, c'est que tous les secteurs ont été touchés, toutes les personnes ont été déjà confrontées au phénomène de radicalisme, mais personne n'a de réponse à apporter. Je vais donner un exemple. Quand vous avez dans des hôpitaux des personnes qui disent nous on veut pas être soigné par un homme, on veut être soigné par une femme, quand c'est une femme qui évidemment qui vient, qui est patiente, et inversement pour un homme qui veut un homme, c'est comment est-ce que ces soignants doivent répondre? Est-ce qu'ils doivent finalement accepter ça, ou est-ce qu'ils peuvent répondre et dire non, pas chez nous ça se passe pas comme ça, et comment du coup leur donner des pistes de comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser au sein même de l'hôpital pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Mais évidemment, il y a encore dans d'autres cas, nous avons par exemple des étudiantes voilées qui sont des militantes voilées et qui, elles, vont demander, par exemple, en salle d'opération, de ne pas découvrir leur avant-bras, parce qu'on sait que quand des étudiantes font des stages, on leur demande de se découvrir pour évidemment se désinfecter avant de passer en salle d'opération. Eh bien, on a ces phénomènes de jeunes filles qui disent « nous, on ne veut pas parce que la religion l'interdit ». Et certains établissements scolaires, disons, l'acceptent par peur de représailles, parce que ces militantes, quand une institution refuse, ils les harcèlent et ensuite on les menace de poursuites judiciaires. Et très souvent, ces établissements ont tellement peur, surtout après l'affaire Samuel Paty, Dominique Bernard, souvenez-vous de ces professeurs qui ont été assassinés. Oui. Du coup, les enseignants et quasiment dans tous les secteurs, les gens ont vraiment véritablement peur des répercussions. Donc nous, si vous voulez, c'est quelque part, c'est leur expliquer ce à quoi ils sont confrontés et puis leur donner des solutions pour qu'ils puissent ne plus avoir affaire à ce genre de choses, ou alors en tout cas à l'endiguer ou l'arrêter net devant leur porte avant que ça aille plus loin. D'accord. Et donc pour vous, quels sont exactement les dangers de l'islamisme sur tout un peuple ? Alors il faut partir de l'origine, c'est-à-dire que je pense que c'est important de savoir d'où on vient. L'islamisme en Europe, ça fait plus de 40 ans qu'il travaille. Il a travaillé en sous-marin au départ.
Moi, en tout cas, à Bruxelles, depuis les années 80, je l'ai connu. Je me suis rendu compte il y a 4 ans, j'ai appris qu'un de mes professeurs de religion islamique dans une école publique, parce qu'à Bruxelles, dans les écoles publiques, nous devons choisir le cours de religion. Donc, on a 4 cours de religion plus la morale. Moi, comme j'étais issu de famille musulmane, donc du coup, automatiquement, on me mettait dans les cours... j'avais le choix avec le moral, mais souvent les familles, par pression, etc., on les mettait dans les cours de religion musulmane. Et donc, moi, j'avais un professeur qui était frère musulman, et ça, je l'ai appris qu'il y a très peu. Et donc, à partir des écoles publiques, on voit déjà qu'il y a cette idéologie qui commence aussi à s'infuser. À côté de ça, nous avions aussi les mosquées qui commençaient à être financées par le Wahhabite, par l'Arabie Saoudite, puis par le Qatar. On a eu des mouvements de jeunes qui venaient de Syrie, qui venaient étudier au départ parce que les frères musulmans étant persécutés dans certains pays arabes, ils sont venus se réfugier en Europe. Et on a bien vu qu'au départ, on avait donc Hassan al-Banna, qui était le père fondateur, qui a fondé la confrérie des frères musulmans en 1928. Mais il y a eu le fils qui est venu s'abriter en Suisse. Et puis, on a eu Tarek Ramadan, le petit-fils, et Hani Ramadan, qui ensuite, lui, on lui a donné toute la place médiatique en France, en Belgique, en Angleterre, etc. Et il a énormément influencé notre jeunesse parce que, évidemment, moi, je me souviens, étant jeune, nous avions soif de liberté. Nous voulions un islam, finalement, qui soit, quelque part, enlevé de tout le dogme et qui soit adapté à l'Europe. Ce qu'on pensait, en tout cas, être adapté à l'Europe, pouvoir vivre ici dans notre pays européen, avoir des libertés, etc. Lui, la manière dont il s'est présenté, c'était un homme en costard. Très souriant, beau parleur, un intellectuel, Tarek Ramadan, un intellectuel. Donc il était assez séduisant dans ce qu'il proposait. Et nous, en tant que jeunes, on était un peu séduits parce que, comme il avait ce double langage, quand il parlait de réforme, nous, on s'imaginait que c'était une réforme dans le sens où on va dépoussiérer l'islam, on va l'adapter, il sera beaucoup plus soft, etc. Sauf qu'à un moment donné, moi, j'ai commencé à me poser des questions, puisque j'entendais certains intellectuels qui remettaient en question et qui disaient il a double discours, etc. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce ouvrage. Et quand j'ai lu ce qu'était la réforme, comment lui la voyait, là j'ai été effrayée parce que évidemment sa réforme c'était revenir aux pieux anciens et revenir au temps des prophètes. Donc là je me suis dit ok, nous n'avons pas affaire à quelqu'un de moderne et de ce qu'on s'imaginait. Il nous vendait en fait, c'était la vitrine, mais derrière la boutique il y avait un fondamentalisme. Et petit à petit, moi, j'ai commencé à me détacher de tout ça parce que, évidemment, étant né dans une famille où la fille a très peu de place, j'ai subi un mariage forcé à 17 ans. J'ai fugué de chez moi à 19 ans et puis j'ai essayé de prendre mes distances. J'ai dû prendre mes distances avec ma famille parce que ma famille, quand on regarde tous mes frères et sœurs, sont radicalisés à des degrés différents. Et donc j'ai commencé, j'ai voulu prendre mon indépendance, j'ai commencé à travailler. Et je me suis dit, je ne vais plus rien avoir avec cette idéologie. Mais avant ça, c'est vrai qu'on nous avait aussi, comme on était de culture berbère, dans l'enseignement, en fait, public, à un moment donné, comme on parlait berbère, il y avait cette question du retour. C'est-à-dire que nous, nos familles, les premières générations, disaient, on travaille, on met de côté, on va retourner dans nos pays d'origine. Quand évidemment nous avons grandi en Belgique et nous avons le français, nous avons cette culture quand même européenne, on s'était dit, mais nous on ne veut pas retourner dans un pays qu'on ne connaît pas. Moi j'y suis retournée à plusieurs reprises, mais on se rendait bien compte qu'on n'avait pas la même culture. Pas du tout, ouais. C'était qu'on était quand même, c'était différent. Il y avait des choses qui étaient différentes et puis là-bas on nous disait vous êtes des Belges, pour les Français vous êtes des Français, on était pour eux, on n'était pas des Maghrébins. Parce qu'il y avait aussi un comportement... Des Nord-Africains, des Berbères. Voilà, des Berbères. Il y avait aussi un comportement de chez nous qui était particulier aussi. On était méprisant vis-à-vis des personnes qui vivaient là-bas. Et donc, ils ont commencé à instaurer, comme il y avait cette idée de retour, ils ont envoyé des professeurs arabes pour nous inculquer l'arabe dans les écoles publiques. Moi, quand j'ai eu la première fois qu'on nous a dit vous allez avoir un cours d'arabe parce que vous comprenez, vous êtes marocain, vous êtes arabe, donc vous devez apprendre l'arabe, etc. Moi, je ne me reconnaissais pas. Je me disais, mais non, moi, je ne suis pas arabe. On est berbère, on n'est pas arabe. Absolument. Et donc j'ai vraiment fait un blocage sur cette question-là, d'autant plus que dans ma famille, on parlait berbère. Ma grand-mère était berbère, elle avait aussi les tatouages berbères. Donc moi, j'ai grandi avec ça. J'ai eu cette chance quand même que mon père, lui, n'était pas du tout pour les mosquées, etc. Il était vraiment, même s'il était musulman, mais il n'était pas du tout proche de... Oui.
on n'était pas proche. Il n'était pas proche vraiment sur la question religieuse, pas très pratiquant. Et donc, j'ai eu cette chance que je n'ai pas été dans ces mosquées. Par contre, quasiment, je dirais à 90% de mes camarades allaient à l'école coranique le mercredi après-midi et les week-ends, matin et l'après-midi. Donc, ils apprenaient un islam radical. D'accord. Alors, donc, la radicalisation, vous commencez vraiment par ce phénomène des mosquées, l'influence directe vis-à-vis des gens. Et à votre avis, oui, Zidane? J'aimerais juste rajouter par rapport à ce qu'a dit Fadila. En fait, en religion donc, musulmane, en fait, il y a une notion dar islam, dar al-harb. C'est quoi ça? Dar islam, ça veut dire que là où il y a déjà l'islam, comme disons religion d'État, religion du peuple. C'est la maison de l'islam. C'est la maison maison de l'islam, maison de la paix. Par contre, là où il n'y a pas l'islam, donc ça devient la maison de la guerre, Dar al-Harb, maison de la guerre. Ça veut dire que en France, en Belgique, en Afrique du Nord, avant que ça soit, donc c'était un peu la maison de la guerre. Et comment ça se fait que c'est le contraire actuellement? Partout, dans les pays musulmans, il y a une. Ça veut dire là où il y a au niveau des pays européens. La Oumma islamique. Elle est Dar Islam, donc c'est la maison de la paix, et tout le reste, c'est la maison de la guerre. Donc ça veut dire que c'est toujours, tant qu'il n'y a pas l'islam, voilà l'un des dangers, ou les enjeux donc, de ce fondamentalisme, tant que c'est pas la charia ou sous l'islam qui est imposé, ça reste une maison de la guerre. Donc c'est ça que l'Europe n'a pas encore compris. Voilà. Donc, et en plus, on dit, aussi il y a le couple islam-arabe. On dit l'islam arabise, donc quand tu adoptes l'islam, quelque part, tu vas finir par être arabisé. Et l'arabe islamise. Donc aussi, pareil, vous avez abordé les cours de l'arabe. Donc une fois qu'on se met à apprendre l'arabe, et à un moment donné, il y a tout un processus d'islamisation. Donc quand tu deviens islamiste et musulman ou islamiste un peu plus tard. C'était le contraire plutôt. On était musulmans, puis après, petit à petit, là, non, c'est exactement. La théorie, c'est appliqué on part dans la dérive d'arabisation. Ça a commencé par l'islam, puis après... Oui, on était arabisés, voilà. Donc, ça commençait à l'invasion de l'islam, on a dit c'est l'islam. Après, nous sommes devenus des Arabes. Voilà. Et voilà. C'est ça. Enfin, pour eux, comme un des mortels, tu dis algérien, tu dis kabyle, pour eux, ils disent arabe. C'est pour ça, d'où notre lutte, et c'est pour ça, aujourd'hui, nous sommes ici. Donc, et aussi, on dit que l'islamisme, c'est l'islamo-mouvement. Donc l'islamisme, donc quand on essaye de faire un petit peu, on dit bien sûr, il faut pas faire l'amalgame, mais il faut faire attention, il faut être très vigilant. Parce que si on n'est pas vigilant, l'islam vire en islamisme. Donc l'islamisme, c'est un islam en mouvement. L'islam en lui-même, c'est l'islamisme au repos. Donc l'islamisme, c'est l'islam au mouvement, et l'islam, c'est l'islamisme au repos. Donc c'est pour ça que dans les deux cas, il faut être vigilant. On dit, moi quand tu dis, voilà, il ne faut pas faire l'amalgame, d'accord, pas d'amalgame entre l'islam politique, entre l'islamisme, mais par contre, il faut être vigilant avec l'islam parce que ça finit toujours par diviser. Donc, soit arabisation, soit islamisation, soit perte de l'identité, c'est l'un des dangers aussi donc de l'islam politique, c'est l'aliénation. Donc on perd son identité parce qu'ils n'acceptent pas une autre identité à part l'arabo-islamisme. Oh oui. Est-ce que tu veux dire, pardon. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit concernant la Dar al-Islam et d'arabe. C'est qu'à un moment donné, les Syriens, les frères musulmans, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas retourner au pays. Donc ils se sont dit, comme on est dans une terre de mécréance, alors faisons de cette terre une terre islamique. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est d'être en terre de contrat. C'est-à-dire qu'on négocie avec les autorités locaux pour adapter, mais leur objectif, évidemment, final, c'est de la rendre islamique pour pouvoir rester. Okay. Parce qu'ils ne peuvent pas rester dans une terre qui n'est pas musulmane. Donc ça, c'était leur objectif. Ce qui fait que leur objectif, et on le voit dans la progression, dans ce qu'on est devenu là maintenant en Occident, donc en Europe, c'est qu'on voit qu'on impose de plus en plus des normes islamiques, et on voit ce que Florence Bergeaud-Blackler avait appelé devenir charia compatible. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus des
des quartiers, des communes, des mairies, où on accepte des normes islamiques qui finalement, les gens s'adaptent à ça. Comment? On habitue. C'est-à-dire que les islamistes ont compris qu'il fallait habituer. Donc plutôt que d'être dans la confrontation, ils sont dans la négociation. Leur objectif, c'est de céder un petit peu pour ensuite revenir avec les mêmes et aller plus loin à chaque fois. Donc ils avancent par paliers systématiquement. Quand on regarde par exemple avec le port du voile, c'est ce qu'ils font. C'est petit à petit, on dit il faut inclure la femme dans le milieu du travail, ça va l'émanciper, il faut laisser la femme suivre des études supérieures, ça va l'émanciper, et puis un jour elles vont l'enlever. En réalité, c'est pas du tout ce qui se produit. Ce qui se produit, c'est l'inverse, c'est que celles qui sont là, nous on s'est habitués au voile, ils vont aller encore plus loin. Une fois que ces femmes ont porté le voile et qu'on s'est habitué au voile, pour nous on se dit finalement ces femmes elles posent aucun problème, elles travaillent, etc. Alors qu'en réalité, elles mettent pression sur les autres, parce que ceux qui connaissent l'islam de l'intérieur, quand ils voient une femme voilée, ils savent très bien qu'ils sont confrontés à l'islam. Ils sont confrontés à des normes islamiques, ils savent qu'il y a des choses qu'elles ne peuvent pas dire, et il y a des choses qu'ils peuvent dire, et il y a une rupture en réalité. Et donc c'est ça que les Occidentaux ne comprennent pas. Il y a ce langage que nous pouvons comprendre parce qu'on vient de l'intérieur, parce qu'on sait ce qui cache toute cette idéologie, ce qu'il y a derrière et vers où ils vont. Mais l'Occident n'est pas encore prêt à comprendre qu'il y a vraiment deux civilisations qui sont complètement différentes. Nous, on a reçu le vocabulaire ou la parole brute de décoffrage directement sans le filtre. Le filtre, etc. de la discussion que eux-mêmes emploient pour les Européens avec le filtre. Nous, on l'a reçu directement. C'est ça. Pardon, je vous ai coupé. Et eux, ils ne comprennent pas. En fait, l'Occident ne comprend pas qu'il y a deux mondes qui s'affrontent. Il y a deux visions du monde qui s'affrontent. Il y a la vision du monde des islamistes qui, eux, c'est d'abord, il y a la vraie vie, c'est dans l'au-delà. C'est pas la vie qui est vécue ici. Donc, ils vivent pour la mort. Ils ne vivent pas pour la vie. Et tout ce qu'ils font ici, ils le font pour là-bas, c'est-à-dire pour l'au-delà. Ils ne le font pas pour ici, avoir des bons points, des mauvais points, etc. On voit que cette pratique, avec les décennies, elle est de plus en plus présente. On voit que, par exemple, vous avez la citadelle du petit musulman. C'est un petit ouvrage du petit musulman que les enfants ont, mais il y a aussi la citadelle du musulman que toutes les femmes reçoivent et les hommes reçoivent, où vous avez des petites phrases islamiques qui peuvent dire quand ils rentrent dans une pièce, quand ils sortent, quand ils vont aux toilettes, quand ils ressortent, quand ils vont rendre visite à quelqu'un, etc., en permanence. L'objectif de tout ça, en réalité, c'est d'en faire des tocs. C'est-à-dire on ne peut pas faire autrement que de penser tout le temps constamment aux religieux, que ce soit avant d'aller dormir, jusqu'au réveil, même le matin, etc. Donc tout ça, en fait, c'est un processus d'endoctrinement qui est massif et qui est fait depuis plusieurs décennies et que l'Occident, lui, ne voit pas parce qu'il y a de la compromission. Je pense qu'on va en parler, notamment au niveau politique. On voit qu'on a eu des interlocuteurs. Vous savez, il y a eu les attentats en 2015 en France et en 2016 en Belgique. Les personnes qui ont été visées en premier lieu, ce sont les salafistes, parce que c'est les plus visibles. C'est-à-dire que quand vous avez une personne radicalisée avec une barbe, avec un camis, etc., vous voyez qu'il est en rupture, on va dire, et qu'il il est en rupture avec la société et il fonctionne d'une autre manière. Mais par contre, les frères musulmans, on ne les voit pas arriver parce que c'est des gens intelligents, c'est des gens qui sont généralement cultivés puisque eux, ils ont imprégné tous les secteurs de la société, dont l'université. Donc, ils ont un groupe de personnes intelligentes qui sont déjà dans les différents secteurs, que ce soit en politique, dans la vie associative, etc. Et ça, c'est nos politiques qui ont créé tout ça. Pourquoi ? Parce que dans les années 90, on a commencé à avoir des émeutes dans les quartiers, dans les banlieues ici en France, mais ça s'est passé aussi à Bruxelles. Et pour calmer les choses, on a été chercher les caïds des quartiers en disant il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse contrôler les autres jeunes pour les calmer, pour qu'il n'y ait plus d'émeutes. Évidemment, les frères, ils ont vu ça, ils sont toujours en avance. Dès qu'ils voient quelque chose, ils s'adaptent et ils essayent d'utiliser ça pour faire avancer leur projet. Ils ont compris que ces jeunes qui sont pris et qui sont mis dans ces associations, qui ensuite vont militer dans les partis politiques, ça va être une force pour eux. Et donc, ils vont, évidemment, il suffit qu'ils mettent un frère musulman, il va arriver à endoctriner ou à imprégner les jeunes de la doctrine des frères musulmans. Donc, vous avez des musulmans qui ne sont pas forcément au courant qu'ils ont affaire à des frères musulmans. D'ailleurs, ils ne le disent plus. Autant avant, ils le disaient encore ici. Maintenant, ils savent très bien qu'ils sont surveillés, que ça pose problème. Donc, ils ne le disent plus. Mais beaucoup de musulmans ne savent pas du tout qu'ils sont imprégnés par les frères musulmans.
Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai suivi des cours depuis l'enfance. Je ne le savais pas, je l'ai appris parce que j'ai vu mon professeur. Mais maintenant, je comprends mieux pourquoi. Je comprends leur double langage. Pourquoi est-ce que je comprends leur façon de penser et que du coup, je sais ce qui est derrière, ce qui se cache derrière. Mais pour beaucoup d'Occidentaux, ils ne le savent pas. Les politiques ont joué ce jeu-là. On vous offre des terrains de foot. En échange, vous nous donnez des voix. En tout cas, en Belgique, ça a été comme ça à partir des années... je vous rassure, en France aussi, ça a été comme ça. Oui, mais ça a été beaucoup plus tard. Voilà. Mais disons qu'en Belgique, la différence, c'est que ça a déjà commencé fin des années 80, années 90. Il y a eu aussi la période, ça correspond aussi avec la période, vous savez, la décennie noire. Oui. Et là, nous avions eu... Oui, tout à fait. Et nous avions eu des gens du FIS qui sont venus en Belgique, s'installer en France, mais aussi en Belgique. Et ces gens ont endoctriné aussi nos jeunes. Ils leur ont appris à faire le djihad, etc. Dans ces mosquées-là, on a des gens qui ont été imprégnés, des jeunes qui ont été imprégnés du djihad islamique. Et puis, nous avons à côté de ça la drogue. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup aussi de la drogue, qui est un facteur qui est important parce que à Bruxelles, nous avons deux grosses communautés très présentes. C'est la communauté marocaine berbère et la communauté turque, qui est plutôt proche du pouvoir turc, donc Erdogan en ce moment. Oui. Et ces deux groupes, c'est eux qui influencent, qui sont les plus influents à Bruxelles. Donc c'est eux qui décident quelque part. C'est la plus grosse diaspora. Et quelle est la relation entre ces deux groupes-là avec la drogue ? Alors, donc vous avez la communauté marocaine, qui est la plus grosse. C'est des gens qui viennent du Maroc, côté berbère, Nador, etc. Oui. Et il y a production de shit, d'hachiche, et donc ils ont repris cette vente illégale de la drogue, etc. Donc vous aviez des délinquants qui vendaient de la drogue, ils se retrouvaient en prison, ils étaient vus comme des héros quand ils ressortaient par les autres camarades. Et puis vous avez évidemment les islamistes qui sont là, qui se disent on va pouvoir les utiliser. Et ils ont permis, parce que quand on a été éduqué, on vous dit le mécréant, le juif, ce sont les ennemis. Eux, on peut les voler, on peut les insulter, on peut les traiter de sales porcs, ils sont des impurs, etc. Finalement, le jeune, lui, toute la colère qu'il a en lui, parce que dans la culture, on va dire, de nos pays, il y a une culture aussi de la violence. Et on sait du rejet de l'autre, surtout. Oui. Mais d'abord de la violence même au sein des familles, c'est-à-dire les familles qui frappent leurs enfants, il y a de l'inceste, il y a comme beaucoup de familles. Mais là, je dirais que c'est endémique parce qu'il y a un tabou sur la sexualité aussi qui vient du religieux. Absolument. Et donc, si vous voulez, toute cette colère que ces jeunes ont, ils ne peuvent pas leur envoyer vers leur famille, puisque dans les mosquées, dans ces lieux-là, on leur dit « Vous devez respecter vos pères et vos mères, peu importe ce qui se passe. Vous devez respecter un musulman, vous ne pouvez pas insulter un musulman, peu importe ce qu'il fait, vous ne pouvez pas aller porter plainte, etc., etc. » Donc ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils font ? On leur dit, par contre, les mécréants, vous pouvez les voler, vous pouvez les frapper, vous pouvez tuer, il n'y a pas de problème. Donc finalement, quelque part, eux, c'est j'ai de la colère, j'ai de la rage, je vais le projeter sur l'autre. Et donc c'est comme ça que nous avons des générations. Et pareil pour la drogue, nous avons des jeunes qui ont commencé à dealer, qui volaient, etc., et vous avez des islamistes qui disent tant que c'est pour l'islam, tant que c'est pour la cause, vous pouvez le faire. Et donc ils se disent quelque part, je deviens un bon musulman. Tout ce que je vais faire, je vais le mettre pour la mosquée, pour le djihad, etc. Et ma famille va bien me voir, mon quartier va bien me voir, l'Oumma va bien me voir. Et donc vous avez des jeunes comme ça qui tout d'un coup commençaient à changer de comportement, continuer leur business illégal, la vente d'armes, etc. à Bruxelles. Ça circulait pas mal, entre de Bruxelles jusqu'aux Pays-Bas, jusqu'en France, même à Marseille, puisqu'on sait que via le port d'Anvers, la drogue se circule et les armes, ça circule énormément. Donc là, pour eux, c'est extraordinaire parce que quelque part, ils sont plus mal vus par leur famille. Au contraire, leur famille disent « Bravo, mon fils, t'es un bon musulman, tu sers la communauté. » Et en même temps, la communauté lui dit « Tu sers. » L'imam lui dit « C'est bien, tu fais quelque chose de bien, tu vas aller au paradis, etc. etc. » Et c'est comme ça que nous avons des jeunes qui partent, qui ont des départs comme ça, qu'on a eu ensuite des départs en Syrie ou dans d'autres pays, parce que ça a commencé déjà avec l'Afghanistan en réalité dans les années 90. Mais par la suite, à partir de 2011, etc., une fois qu'on a eu les problèmes en Syrie, en Irak, avec Daesh, mais avec Al-Qaïda aussi, on a eu des départs massifs de jeunes gens qui sont partis. D'accord, merci Yann. Rien que le nom, juste un instant, rien que le nom d'ailleurs, frère musulman, n'est pas anodin, je pense. Un frère musulman, déjà, le fait de se rapprocher de l'autre en disant « je suis ton frère musulman », et déjà, il y a une connotation... Oui, Zidane ? Donc, là, Fadila,
tu as développé deux principes justement de fondamentalisme, c'est l'entrisme. Donc là, tout ce que tu as décrit là, c'est ce qu'on appelle, la stratégie d'entrisme, dans les étudiants, dans les rouages. Et la deuxième, ce qu'on appelle taqiyya. Donc taqiyya aussi, ça, c'est le principe même donc de la religion musulmane, de l'islamisme, dans ce qu'on appelle dar al-harb. C'est quoi ça? C'est la dissimulation. Dissimulation. D'accord. Voilà. C'est de entrisme, dissimulation. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à gangréner, en fait, les sociétés, selon eux, qui sont de la maison de la guerre au Dar al-Harb. Voilà. Et en fait, vous avez une différence entre le salafisme et les frères musulmans. C'est que chez les salafistes, ils veulent tout de suite, maintenant. Ils veulent pratiquer leur islam et il faut que ça se pratique dans les règles de l'islam, comme les pieux anciens. Et ils veulent un califat mondial, mais c'est les mêmes objectifs, c'est la stratégie qui change. Par contre, les frères musulmans, ils vont utiliser plutôt justement la dissimulation, c'est-à-dire qu'ils vont négocier. Ils ne veulent pas aller frontalement, ils peuvent lâcher prise sur certaines normes pour ensuite revenir avec. Mais en réalité, derrière, c'est qu'in fine, on va l'appliquer. C'est juste que pour l'instant, c'est pas le moment. Et quand viendra le moment, à ce moment-là, on l'appliquera. Entre le temps long et le temps court. Exactement. Voilà. Et donc, la dissimulation, c'est de faire semblant. C'est de dire, oh ben oui, finalement, nous, vous voyez, regardez, nous, comment on est habillés. Vous avez raison. Il faut pas forcément mettre le voile. Je pense que même pour les petites filles, non, le voile, il faut pas, etc. En réalité, une fois que vous l'avez accepté pour les femmes, ils viennent ensuite ils vont l'appliquer sur les filles. C'est juste une question de temps, en fait. Ils sont stratégiques. Les filles regardent leur mère sont voilées, donc elles savent qu'elles se dirigent vers ça, et plutôt elles le font, plutôt elles sont valorisées, reconnues en tant que telles, malheureusement. D'accord. Et vous habitez en Belgique, et la situation pour combattre l'islamisme en Belgique, quelle est-elle? Alors, il y a beaucoup de travail. En fait, en Belgique, il y a beaucoup trop de travail à faire, parce que déjà, il faut certains commencent à prendre conscience, certaines personnalités politiques, mais ils ne le connaissent pas vraiment. C'est-à-dire le problème que nous avons à Bruxelles en particulier, c'est qu'on a le nombre de musulmans à Bruxelles. Vous savez, Bruxelles, c'est 19 mairies. Ces 19 mairies, vous avez des mairies où vous avez la population musulmane oscille entre 22% et 50%. On a des mairies où vous avez 50% de musulmans. Donc, le vote, les voix électorales musulmanes comptent vraiment. Et jusqu'à présent, si vous voulez, les partis de gauche utilisaient ces voix musulmanes. Parce que avant, si vous vouliez, on avait des ouvriers, ils avaient des ouvriers qui votaient pour le Parti socialiste. Et puis, après, on a eu plutôt une vague d'immigration. Donc, il fallait changer leur stratégie s'ils voulaient rester en pouvoir. Donc, ils ont été dragués, ces votes-là. Et maintenant, on voit que ça pèse. Donc, c'est très compliqué pour eux d'oser prendre des positions qui ne vont pas dans la direction. On a même un parti islamique maintenant qui s'appelle la Team Fouad Haïdar. En Belgique? En Belgique. Wow. Donc, ce monsieur, en fait, le Fouad Haïdar, c'est une personnalité. Dans chaque parti politique, on avait des frères musulmans qui étaient présents, ils avaient déjà fait cet entrisme-là. Ils influençaient à l'intérieur. C'est eux qui donnaient la direction à suivre. Et petit à petit, maintenant, on voit qu'ils ont pris la place des personnes originelles. Ceux qui les ont fait rentrer, qui étaient des belgo-belges, commencent à être évincés. Et il nous reste quasiment... maintenant, on a surtout des personnes qui sont plutôt fréristes dans les partis de gauche. Partis de droite, ils sont aussi gangrénés. Il ne faut pas croire. Les frères musulmans, ils ne choisissent pas en fonction de la couleur politique. Ils vont partout pour ensuite voter comme d'un seul homme des lois et des normes islamiques. Et donc, maintenant, vous avez... Donc, ce monsieur-là était dans un parti qui s'appelait un parti socialiste flamand. Et comme il a tenu des propos qui étaient très graves, antisémites, mais aussi, là, il avait, en 2012, il avait applaudi un djihadiste qui était parti en Syrie. Il lui avait dit qu'il était fier de lui, etc. Voilà. Et là, on lui a dit, on va te licencier. Enfin, tu devrais quitter le parti. Et il a dit non, vous n'allez pas me virer, c'est moi qui pars. Et il a créé la Team Fouad Haïdar. Et il a présenté aux élections fédérales. Il a eu 3 députés fédéraux à Bruxelles. 3 députés à Bruxelles. Et puis pour les conseillers communaux, donc les mairies, il a aussi gagné énormément de voix. Alors à l'intérieur de son parti, il n'y a pas que des musulmans, parce qu'il est très malin. Il a aussi des gens qu'il a été récupérés, des belgo-belges ou des non-musulmans d'autres partis, pour dire, vous voyez, mais moi je suis inclusif, je prends des gens qui ne sont pas forcément musulmans, donc on ne peut pas dire que je suis un frère musulman. D'ailleurs, je ne suis pas frère musulman, je suis musulman certes, mais
Alors, des journalistes lui ont demandé, oui, mais vous voulez quand même mettre des choses islamiques, vous voulez mettre des normes islamiques au niveau de la loi. Et il dit, c'est normal parce que je suis musulman, donc c'est tout à fait logique. Donc il admet en fait qu'en politique, il veut adopter des lois chariatiques. Et ça, les gens le comprennent. Donc Bruxelles est déjà gangrénée. Moi, j'appelle déjà Bruxelles califat parce que c'est le cas, parce que vous ne pouvez plus rien faire sans leur autorisation. En fait, vous êtes tout de suite attrapé. Si vous luttez contre l'islamisme à Bruxelles, vous allez avoir, mais non seulement les islamistes sur le dos, mais les idiots, ce qu'on appelle les idiots utiles ou les collabos, parce que maintenant on peut plus parler de collaborateurs, parce que ces gens-là, en fait, ils sont acculés. Ils se disent, on va essayer de tenir le plus possible, mais en réalité, ils commencent déjà à être remplacés, à être mis dehors. Vous avez la même chose en France, avec Mélenchon. Oui, ma question justement, est-ce que cette situation risque d'arriver en France? Oui. En France, c'est en train d'arriver. Je dis toujours, la France est 5 ans en retard. Si la France ne bouge pas, si elle ne met pas des mesures en place, si elle ne fait pas des choses, si elle n'est pas dans l'action, ça va devenir comme Bruxelles. Bruxelles est tombée aux mains des islamistes. Il faut être très très clair. Quand vous allez à Bruxelles, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, de venir vous balader à Bruxelles. Quasiment toutes les femmes sont voilées. Maintenant, ce qu'on voit surtout en majorité, ce sont de plus en plus des jeunes filles, des petites filles voilées. Donc on voit que ces normes islamiques sont imposées. On voit aussi dans certains quartiers, vous n'avez plus que des boutiques halal. Vous avez, dernièrement, j'ai encore vu une vidéo où vous avez 2 personnes au moment de l'Aïd qui vont dans les quartiers, qui disent aux gens, toi, ton épicerie, tu l'as laissée ouverte. Le jour de l'Aïd, tu l'as pas fermé ta boutique. On commence à avoir des polices de mœurs. Donc, vous voyez, les choses, et ça va très, très, très vite en réalité. Parce qu'à Bruxelles, ils n'ont personne pour leur dire stop. Donc nous, à l'Observatoire européen des fondamentalismes, on a alerté depuis longtemps avec Florence Bergeau-Blaclair. On a reçu des critiques, parce qu'on voyait déjà trop loin en fait. On était déjà bien à l'avance, on avait compris leur système, mais les autres ne le voyaient pas ou ne voulaient pas le voir. Et du coup, on en est là où nous en sommes, et la France est en train d'arriver avec justement LFI. Mais on voit aussi qu'avec LFI, certains commencent à se dire, ils veulent prendre notre place. Et c'est vrai, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que, moi je leur dis toujours, ne vous alliez pas avec le diable. Vous pensez les manipuler, mais c'est eux qui vont vous manipuler. Ils sont beaucoup plus intelligents que vous, beaucoup plus structurés. Et déjà, si vous voulez, beaucoup disent, on va créer des rencontres interreligieuses, du vivre ensemble, etc. Mais je leur dis, mais pour apprendre à se connaître. Je leur dis, mais vous allez apprendre quoi? Vous pensez qu'eux vont apprendre à vous connaître? Mais ils vous connaissent mieux que vous-même. En réalité, ils vous connaissent mieux que vous-même. Eux, quand ils s'allient avec vous, c'est juste pour avoir une légitimité, pour eux, ensuite, aller chez les politiciens, leur dire, vous voyez, nous, on fait des choses, on va à la rencontre de l'autre, on est pour le vivre ensemble. Est-ce que vous pourriez nous donner un local? Est-ce que vous pourriez nous donner un moment des heures de piscine séparées pour les femmes? Et ainsi de suite. C'est pour avoir des revendications. Et les politiques, ils se disent, mais finalement, lui, c'est un bon musulman, il est gentil, il fréquente le rabbin, il fréquente le prêtre, ils font des choses ensemble, etc. En réalité, tout ça, ce n'est qu'une mise en scène pour ensuite avancer leur agenda. D'accord. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que donc cette situation risque d'arriver en France directement avec ce fléau d'infiltrer les politiques en profondeur? On sait que LFI, vous avez dit que LFI commence à être infiltré. Est-ce que vous pensez qu'ils sont capables d'infiltrer Il y a les filles, il y a les Verts sont infiltrés. Il y a plusieurs partis politiques qui sont déjà infiltrés. Oui, allez-y, je vous laisse finir. Et malheureusement, en fait, c'est que, enfin, plutôt heureusement, première chose, c'est que heureusement que vous avez quand même un ministre de l'Intérieur comme... Mais c'est pas suffisant, justement. Bruno Retailleau. Oui, Bruno Retailleau, mais attendez... Personne ne réagit derrière. Mais attendez, parce que je vais aller jusqu'au bout. D'accord. C'est que vous avez Bruno Retailleau qui a déclassifié un rapport sur les frères musulmans. Là où c'est une avancée, c'est que ça permet que les gens puissent en parler. Parce qu'avant, ce qu'il y avait, si vous voulez, c'est que les gens s'auto-censuraient pour en parler. On leur disait, si vous en parlez, vous êtes d'extrême droite. Si vous en parlez, vous faites un amalgame, etc. Donc c'était un tabou. Donc voilà, c'était un tabou. Là, il soulève un tabou. Là où je pose des questions, où je me dis, il y a un problème dans ce rapport, c'est dans les propositions. Quand on voit que dans une des propositions, c'est permettre dans les écoles publiques d'apprendre l'arabe, je leur dis, nous on l'a déjà testé en Belgique, c'est une catastrophe, ne faites surtout pas ça. Si vous voulez vraiment offrir vos enfants aux islamistes, c'est le meilleur moyen. Deuxièmement, le fait de reconnaître la Palestine.
pour moi, faire ça, c'est montrer un moment de faiblesse. Parce que derrière tous ces mouvements-là, ce sont les frères musulmans qui sont derrière. Et que reconnaître un État palestinien en sachant ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire des attaques terroristes, c'est leur dire, vous voyez, avec la force, on l'obtient. Et donc, c'est permettre à ce qu'ils commettent des actes terroristes. C'est ça que ça fait. Donc, je pense qu'il faut être très, très vigilant. J'espère en tout cas que ce rapport va permettre surtout qu'on va en parler de plus en plus dans les médias, que les gens vont de plus en plus pouvoir s'exprimer là-dessus, et surtout que dans tous les secteurs, les gens vont dénoncer ce qui se passe pour trouver des solutions et les aider à se battre contre... Pour moi, s'il y a des solutions à apporter, parce qu'il y en a, notamment le fait de mettre en avant... Je dis toujours en France, vous avez cette capacité, c'est que vous avez des Kabyles en France qui sont attachés à leur culture, à l'histoire. Les islamistes, ce qu'ils détestent et ce qu'ils effacent en premier lieu, c'est l'histoire. Oui. L'histoire, la mémoire des gens. Et ils le font aussi avec les Européens. Mais ils l'ont fait aussi dans les différents pays, et ils le font avec les Berbères, comme ils nous l'ont fait en Belgique. Je pense qu'à partir du moment où vous réinstaurez l'histoire des personnes, d'où ils viennent, quand ils savent d'où ils viennent, on ne peut pas les avoir. Et je pense que c'est vrai que les mouvements kabyles qui luttent contre l'islamisme, qui luttent contre tous ces groupes et qui revendiquent leur culture kabyle, ce qui est intéressant, c'est qu'ils leur permettent de dire il y a une histoire avant l'islamisation. Il y a une histoire très riche, et cette histoire-là, elle vaut la peine d'être apprise, et il faut la diffuser pour que les jeunes sachent qu'en réalité, c'est pas la Oumma, parce que les islamistes, ils effacent tout ça pour créer une Oumma, une communauté entière qui dépasse les nations. D'ailleurs, les islamistes, eux, ils ne s'arrêtent pas en France, en Belgique, ils travaillent entre eux. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais il n'y a pas si longtemps, c'est qu'ils vont créer une chaîne francophone musulmane. Ils ont obtenu 15 millions d'euros. C'est pour diffuser l'islam radical, l'islam frérot-salafiste. Et qui c'est qui leur a donné ces 15 millions d'euros et leur permettre de diffuser leur haine comme ça ou leur idéologie? Comment peut-on... Est-ce que ceux qui ont donné ces 15 millions, d'abord, sont au courant de ça? Alors, le problème que nous avons, je vous avais parlé de Bruxelles et des institutions européennes. Les institutions européennes sont complètement noyautées par les frères musulmans. On a des organisations totalement infiltrées. Le collectif de lutte contre l'islamophobie en France, qui a été dissous par Gérald Darmanin, est parti s'installer à Bruxelles. Il n'a pas été là pour rien. Ils ont été là parce qu'ils savent, il y a déjà des structures qui sont fréristes, ils leur ont dit, venez ici, et à travers l'Europe, vous pourrez combattre la France et vous pourrez imposer l'islam, parce que là, ici, on va vous aider. Et en fait, vous avez plusieurs structures en Belgique, dans les institutions européennes. Vous avez notamment l'ENAR, qui est une association qui est censée lutter contre le racisme, et ils disent aussi l'antisémitisme, etc. En réalité, non. Ce qu'ils font, c'est qu'ils instaurent l'islamophobie. Ils travaillent pour véhiculer qu'il y a une islamophobie d'État, c'est-à-dire que les États détestent les musulmans. On veut arrêter la critique de l'islam pour empêcher toute critique, et ce qui fait que même les islamistes, vous ne pourriez plus les critiquer. Et donc ce délit-là est extrêmement grave, parce que du coup vous aurez des djihad judiciaires, c'est-à-dire que vous serez condamné, vous ne pourrez plus critiquer, etc., etc. Donc Bruxelles est stratégiquement pour ça très très en point, et donc ils financent. Donc moi, c'est la première question que je me suis posée quand ils ont dit qu'ils étaient financés et qu'ils travaillent sur 3 pays différents européens. Je me suis dit, tiens, c'est pas anodin. S'ils travaillent sur 3 pays européens, il faut se poser la question, est-ce que l'Europe leur donne les moyens, et de quel ordre l'aide européenne va venir financer cette chaîne-là? Si on fait ça, ça va être une catastrophe à tous les niveaux. L'endoctrinement, alors là, c'est open bar, et on va finalement, vous allez arriver ici en France à la même situation qu'en Belgique. C'est-à-dire, on est quasiment dans le califat. D'accord, mais comment ont-ils reçu ça? Comment ont-ils réussi à avoir cet argent-là? Sur quel prétexte? Quel était le processus, justement, le processus, vous savez, les processus de financement des associations telles celles qui sont dirigées par les islamistes, c'est de dire que nous avons un projet inclusif de vivre ensemble, nous voulons ouvrir, etc. Je donne un exemple.
je vais ouvrir cet exemple de télé, je vais créer une chaîne de télévision pour les musulmans, pour justement qu'ils puissent s'exprimer, mais il y aura un débat avec d'autres personnes. Donc c'est pour que les musulmans puissent s'ouvrir à d'autres débats avec d'autres communautés, créer un vivre ensemble, vraiment une cohésion, etc., etc. Et donc finalement, et inclure des femmes, inclure les groupes LGBT, etc., Frinley, etc. Tout ça, tout le langage que les Européens, que l'Union européenne aime entendre. D'accord. Et une fois que vous avez déposé ça, l'Union européenne se dit formidable, enfin nous avons des interlocuteurs qui sont directs en lien avec les musulmans, qui les touchent et qui les représentent. Donc on va leur donner les financements parce que ça fait bien. Et il y a eu je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais il y a eu un moment la promotion du hijab. Ça avait été financé par l'Europe. Vous aviez des grandes affiches devant le Berlaymont, toutes ces institutions. Effectivement, il y a eu. Eh bien, c'était avec le FEMISO. Donc, le FEMISO est une organisation des jeunes, donc des étudiants musulmans européens. Ce sont des frères musulmans. Ils sont liés aux frères musulmans. D'accord. Ils ont reçu des financements pour pouvoir faire justement, avec l'ENAR, justement, ils ont reçu des financements pour faire ce projet de diffuser les femmes. Donc, on voit les images de femmes voilées, mon hijab, mon choix, ma liberté, etc. Et donc, c'est comme ça qu'ils diffusent finalement petit à petit. Donc, en fait, ils ont un discours, au niveau des institutions, au niveau des officiels, ils ont un discours totalement ouvert, totalement inclusif au niveau de tous les peuples, de tous les gens. Mais en réalité, c'est un cancer qui ronge et qui avance petit à petit pour pouvoir tuer l'ensemble de ses concurrents ou de ceux qui l'aiment pas pour asseoir sa domination. C'est ce que vous voulez dire. Oui, et on a vu un pays qui a fait exactement la même chose, c'était l'Iran. L'ayatollah Khomeini, lui, il avait fait une coalition avec les communistes, avec les autres partis, en disant, même une fois que j'arriverai en Iran, vous verrez, ça va être démocratique, etc. Une fois qu'il est arrivé au pays, la première chose qu'il a fait, c'est assassiner tous ses opposants, se débarrasser de tous ses opposants, imposer le voile intégral pour les femmes, parce que ça passe par là, évidemment. Et après ça, il a créé une théocratie, une république islamique. L'Algérie a voulu faire les Algériens avec les décennies noires, le fils oui. a fait exactement la même chose. C'est aussi un processus de plusieurs décennies, gangréné. Il y a des gens qui ont alerté, personne n'a voulu entendre. Et finalement, ils ont utilisé la voie démocratique, c'est-à-dire le vote, en se disant, nous, on va être démocratique et on va fonctionner. Mais certains savaient déjà ce qui allait se produire derrière. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, évidemment, à ce qui s'est produit, ce que vous avez connu. Ok. Zidane ? Je voulais juste rajouter quelques points. On est d'accord avec tout ce que tu as dit, Fadila. En fait, je vous donne des exemples qui se sont passés chez nous, que nous avons vécu, et notre équipe principalement. Donc, déjà, quand vous parlez de rapport, donc c'est bien déjà que le rapport a été sorti. Donc, c'est un rapport qui est fait pour 74 sur les frères, sur l'entrisme des frères, sur les frères musulmans. L'entrisme, en fait, voilà. Mais ce qui est, donc, le constat, tout le monde le connaît. Nous n'a rien découvert. Donc, on a lu le rapport. On était content que ce rapport sortait, mais on n'ignore rien. Donc, en fait, peut-être c'est une découverte pour la France, mais je pense que beaucoup de Français le savent déjà, mais ils le disent pas. Mais nous, on le connaît. Donc, on n'était pas surpris. Par contre, ce qui nous a surpris, c'est les mesurettes proposées. Donc, on venait de dire la langue arabe, l'introduction de la langue arabe dans le système éducatif. Et ça, c'est un suicide. Parce que nous, la Kabylie ou l'Algérie post-indépendante, en fait, ils nous ont ramené des professeurs du Moyen-Orient, des Syriens, des Palestiniens, des Égyptiens et tout ça. En fait, au lieu de nous enseigner le savoir, ils nous enseignaient comment faire la prière, moi, dans mes profs, quand j'étais au collège, en fait, on recevait comment marcher, même comment marche le prophète, comment laver un cadavre, comment faire la prière. Et donc voilà, en fait, c'est à partir de là que quelques années plus tard, il y a l'Algérie, c'est islamisé fortement. Et moi, quand je suis arrivé à l'université, donc les années 80, je suis arrivé à l'université en 85, et j'ai découvert, en fait, les étudiants, donc le djihadiste, pas les djihadistes, mais les islamistes ou les étudiants voilà, les frères musulmans et tout ça. Et j'étais un peu choqué. Et là, il parlait de Khomeini. Donc, en fait, même
les frères musulmans, ils parlaient de Khomeini. Donc ils étaient fiers de Khomeini. Ils voulaient, donc ça, des années 85, avant la décennie noire, parce qu'ils préparaient déjà le terrain, sachant qu'il y a un Kabyle, le premier Kabyle qui a été tué, il a été tué par les islamistes en 82. Kamal Hamzal. Donc il a été assassiné par les islamistes dans une résidence universitaire, dans l'enceinte même de la résidence universitaire. Et depuis 85 jusqu'à l'arrivée du fils. Donc tout ça, c'est un process qui a été, je pense, l'étincelle a été donnée par Khomeini. Je donne un exemple, par exemple, Takfarinas. Takfarinas, c'est un chanteur kabyle. En 85, les islamistes, ou les étudiants islamistes, ils disaient de lui Akfarun Nes. Donc, en fait, c'est le mécréant. Au lieu de Takfarinas, Takfarinas, c'est un prénom berbère. Takfarinas, c'est un roi berbère. Et lui, donc, c'est un chanteur, il a pris le nom. Et lui, ils n'acceptaient pas ça. Il lui parlait Akfarounas, donc l'homme le plus mécréant sur Terre. Et vous avez parlé aussi de l'histoire. Effectivement, actuellement, ce qu'a fait l'Algérie. Donc, quand on parle de l'Algérie, on parle de l'islam et du pouvoir. Parce que nous, on ne veut pas faire, comme on dit, il n'y a pas que les frères musulmans, et les autres. Parmi les autres, donc il y a les salafistes, il y a ceux qui font la dissimulation, et il y a aussi les régimes ou des États qui déclarent dans leur constitution comme quoi la religion, l'islam est une religion d'État. Pour moi, ça, ils font le même tort comme que les frères musulmans. Et nous, en Kabylie, ils veulent tuer, notre histoire, il est multimillénaire. Donc ça revient jusqu'à 5000 ans. Nous avons des documents de préhistoriques qui parlent de la Kabylie. Et là, eux, l'Algérie, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Des Berbères en général, voilà. Et par contre, l'Algérie, les islamistes et le pouvoir, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Pour eux, l'histoire des Berbères de l'Afrique du Nord, il démarre à partir de l'invasion arabe, donc du 7e siècle. Et ils veulent falsifier notre histoire, ils veulent effacer tous nos symboles, tous nos rois, Numide, la Numidie, tout ce qui en sort, dont Temazra, dans l'Afrique du Nord, et justement pour effacer tout ça, ce que vous voulez dire, pour ne rester que l'arabo-islamisme. Et nous, quand on parle aux politiques français, on leur dit attention, ce que nous avons vécu, nous, parce que déjà, nous, on aimerait bien être dans nos pays et continuer, mais parce que nous avons fui ce régime, ce terrorisme islamique, et on est là, et vous allez le subir. Si vous ne faites rien, vous allez le subir aussi. Donc, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire aux politiques français, aux instances internationales, parce que le danger, il est là, et nous sommes la preuve vivante de ce qui va vous arriver demain. Ils ont été, pour reprendre un peu ce que vous avez dit, ils ont été même jusqu'à, en tout cas en Belgique, ils ont été jusqu'à effacer les tatouages berbères. Moi, ma grand-mère portait des tatouages berbères, ce qui était quand même le témoignage en fait de son appartenance à la tribu. Il y avait toute une histoire derrière ces tatouages. Et je me souviens que dans les années 90, en fait, il y a eu des prêches dans les mosquées. Ils ont dit c'est haram, donc il faut enlever ça au laser. Et ma grand-mère a dû aller à un moment donné. Je lui dis tiens, tu vas où? Elle m'a dit à l'hôpital. Je vais devoir enlever ça parce qu'on m'a dit que c'était haram, etc. Mais j'ai vu dans son regard la tristesse parce que elle avait ça depuis l'enfance et que c'était toute une histoire en fait qu'on était en train de lui arracher dans la peau. Et ça m'a marqué. Je pense que c'est aussi toutes des choses, moi, sachant tout ça, qui m'a permis aussi de voir la dangerosité en fait de l'islamisme. C'est de voir finalement toute cette culture qui a petit à petit qui nous a dépouillés. Et quand vous n'avez pas d'histoire, comment voulez-vous vous construire? Quand vous n'avez pas de racines, comment voulez-vous construire? Je pense que, moi je suis né en Belgique, j'ai cette culture belge, mais en même temps, j'ai aussi ces valeurs et cette culture, parce qu'il y a quand même des valeurs très fortes aussi chez les Berbères. Moi, on m'a éduqué dans le respect de l'autre, dans le fait de ne pas mentir, de rester très droite, d'être incorruptible, etc. On est borné, ça c'est vrai. Ça a des avantages et des inconvénients. Mais en tout cas,
là, et c'est ce qui m'a valu d'ailleurs problème en Belgique, c'est qu'ils ont tenté de m'acheter avec des propositions très alléchantes, financières, etc., et que j'ai refusé parce que moi, j'ai été éduquée par mes grands-parents aussi, qui m'ont éduquée, enfin, qui m'ont transmis ces valeurs-là. Pour moi, c'est très important. Une parole est une parole. Et je pense que c'est ces valeurs-là qui sont importantes, qui veulent effacer pour pouvoir ensuite reconstruire autre chose et finalement effacer toute trace du passé et toute trace de la civilisation dans laquelle on vit et on grandit, c'est-à-dire comme la France ou la Belgique, etc. D'accord, merci. Et à votre avis, les solutions à apporter, vous avez dit qu'il y a eu quelques solutions dont vous n'étiez pas forcément d'accord dans le rapport en question, sur les frères, l'emprisme des frères musulmans. Et qu'est-ce que vous proposez, vous? Quelles sont les solutions éventuelles sur la... Alors, il y en a plusieurs. Je pense qu'après, il y a des choses que je ne dirais pas parce que autant leur donner les plans d'action pour les frères musulmans. D'accord. Donc, mais je dirais, il y a des choses, celle, par exemple, de former tous les secteurs, toutes les personnes qui travaillent dans les différents secteurs sur qu'est-ce que les frères musulmans, qui ils sont, comment ils fonctionnent, leur façon de penser, etc. Parce que souvent, ils se font avoir, ils ne comprennent pas à qui ils ont affaire. Donc ça, c'est important. On me dit souvent, pas d'amalgame, etc. Si on ne veut pas faire d'amalgame, il faut savoir de quoi on parle. Ensuite, je pense que le fait de faire rendre fiers les gens de la culture dans laquelle ils naissent, dans laquelle ils vivent. Quand vous vivez en France, ben, il faut arrêter de casser la France, de leur dire que la France est mauvais, que la France, il y a un passé colonial, etc., etc. Bien sûr que c'est important. Mais en même temps, il ne faut pas non plus inclure que du négatif et avoir honte de sa culture. Pareil pour les Kabyles, il y a une culture extrêmement riche, plus riche d'ailleurs qu'on va dire que ce que l'islam aurait pu apporter. Ben c'est des choses qu'il faut transmettre, il faut être fier de ça. Et à partir de là, je pense que les gens, à ce moment-là, seront moins enclins à suivre. Parce que les islamistes, ils jouent là-dessus. Ils jouent sur quoi? C'est, vous n'avez pas de culture, nous, ce qu'on vous offre, on vous offre une identité, on vous offre une communauté, on vous offre une force. On nous raconte des histoires avec des guerriers, etc. Et nous, on est en train de nous désarmer. C'est-à-dire qu'on nous dit, bah, finalement, tout ce que vous avez apporté, c'est le chaos, si vous êtes très faible, etc. Personne n'a envie de s'identifier à quelqu'un de faible. Est-ce qu'il n'y a pas une complicité des États, justement, dans ça? Je parle de complicité, je parlais du cas français, justement, pour le fait de faire apprendre de l'arabe aux jeunes nord-africains, alors qu'eux-mêmes sont des berbères. Pourquoi pas le proposer Thamazir, tout simplement, que ce soit pour les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, les Kabyles, voilà. Ouais, moi, je dirais, oui, je vois ce que vous voulez dire. Moi, ce que je dirais, c'est que dans les écoles, il faut apprendre le français, il faut apprendre la connaissance. Après, pour tout ce qui est de l'ordre des... Comment je dirais ? Quand vous avez des associations dans les quartiers et que vous avez des associations kabyles, ben, il faut les soutenir pour qu'eux puissent transmettre l'histoire et la civilisation des Kabyles. Qui c'est qui doit les soutenir, ces associations-là? Ben, c'est les politiques. Les politiques doivent pouvoir financer, donc doivent c'est pour pouvoir ça, aider. est-ce qu'il n'y a pas une complicité des politiques, justement? Ben, c'est pas qu'il y a une complicité, je pense qu'il ne s'est pas sciemment fait. Je pense qu'il y a une méconnaissance. Le problème, c'est qu'ils ont des interlocuteurs qui sont frères musulmans, qui sont islamistes. C'est eux qui les conseillent. On a déjà un problème dans nos universités. Il faut commencer par nettoyer les universités. Dans les universités, vous avez des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est eux qui donnent les directives. C'est eux qui influencent dans tout ce qui est les études de sciences humaines, par exemple l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, etc. Vous avez énormément de professeurs d'université, soit qui sont issus de la confrérie des frères musulmans, soit qui sont frérisés, donc c'est-à-dire des gens qui ont été éduqués au frérisme. Et puis vous avez les complices. Des personnes d'origine française, mais qui ont complètement été soit achetés par le Qatar eux-mêmes, ils reçoivent des financements pour leur recherche, etc. Et puis vous avez les gens qui font leur travail sérieusement, eux, on ne les finance pas. Comment ça se passe concrètement? Quand vous êtes un anthropologue, vous voulez étudier un groupe. Imaginons vous voulez travailler sur l'islamisme. Vous allez proposer, vous lui dites, voilà, moi je vais travailler sur l'islamisme dans nos sociétés. La personne qui va recevoir ça, elle va vous dire, ah non, vous pouvez travailler sur l'islam à condition que vous travaillez sur l'islamophobie. Donc si vous travaillez sur l'islamophobie en disant que l'État français est islamophobe, on vous donnera des financements, on vous aidera. Si vous critiquez, le professeur va vous le dire entre deux yeux, entre quatre yeux, il va vous dire soit tu changes de ton truc, soit tu passeras pas. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Bon. Donc on a déjà, si vous voulez, l'université, il va falloir le nettoyer. Il va falloir faire vraiment un grand nettoyage. Reformer des intellectuels qui, eux, peuvent penser, réfléchir,
réfléchir sur l'histoire. Parce que là, si vous voulez, dans les universités, ils réécrivent l'histoire. Ils réécrivent les histoires du colonialisme. Ils ont des mouvements décoloniaux, ils ont des mouvements des indigènes, ce qu'on appelle les indigénistes, etc. Tous ces groupes, ce sont des idéologues, ce n'est pas des intellectuels. Mais sous couvert de recherche, en réalité, ils imposent une vision à des étudiants. Et c'est eux qui sont formés, qui, dans le futur, deviendront des futurs enseignants, des politiques, etc. Mais la réponse telle que Samuel Paty, ce qui est arrivé à Samuel Paty notamment, face à ce genre de personnes, quelle est la réponse? Parce que maintenant, les professeurs sont terrorisés. L'ensemble de la classe enseignante universitaire, ou bien quel que soit le niveau, est totalement terrorisé par le fait, rien que le fait de soulever la religion en question, de parler de choses qui sont en lien, se sentent en danger de mort. Je pense que c'est aux politiques de prendre la responsabilité et de dire qu'il y a certaines choses dans les écoles qu'on ne peut pas aborder. C'est-à-dire que quand vous avez un élève qui vient avec des préceptes islamiques et qui dit « moi, je ne vais pas étudier la biologie parce que c'est haram, etc. » Je veux dire, c'est au niveau politique qu'ils doivent soutenir et qu'ils doivent dire « nous, le politique dit c'est interdit ». Ce n'est pas à la direction de l'école ni aux enseignants de dire c'est interdit. Et alors l'enseignant peut dire « au niveau politique, on nous l'interdit ». Ça les protège. Parce que si c'est eux qui doivent... Parce que le problème, c'est qu'on laisse la responsabilité aux professeurs et aux directions. Vous avez des professeurs qui vont dire « nous, on va rentrer en dialogue ». Moi, je dis toujours aux professeurs, ne rentrez jamais dans la question religieuse. Si un élève vous parle de religion, ne dites pas « je vais faire un débat avec lui ». Ne faites pas de débat. Tu es ici pour apprendre. Ici, c'est la République. Ici, c'est la Belgique. On apprend, on est là pour apprendre des choses, des mathématiques, du français, l'histoire, etc. Tu ne viens, tout ce qui est religieux, c'est chez toi, mais ici, tu ne viens pas avec ces questions-là. Il faut être très, très ferme. Et c'est ce qu'il faut passer comme message. Et je pense que de plus en plus, ils l'entendent, parce qu'en tout cas, moi, c'est ce que je dis très souvent quand je suis interviewée, c'est que j'envoie des messages au niveau politique en leur disant, surtout, soutenez les écoles, mettez des lois très fermes et de sanctions fermes pour que ça ne se reproduise pas. Donc face à cette terreur-là installée au niveau de l'enseignement par ces groupes islamiques, islamistes et autres, que ce soit les frères musulmans, frères entre parenthèses, ou bien les salafistes ou autres, et seuls les politiques ont le pouvoir de répondre à cette violence, à votre avis ? Oui, je pense que c'est les seuls qui peuvent, parce qu'eux, ils ont le mandat et c'est leur rôle de pouvoir le faire. C'est à eux de l'imposer. C'est l'autorité. Donc, ils ne le font pas par lâcheté. Ils ne le font pas par lâcheté. Ils ne le font pas parce qu'ils se culpabilisent aussi. Parce que, si vous voulez, tous les mouvements... Si vous voulez, les islamistes se sont alliés. Les minorités se sont alliées avec les mouvements décoloniaux, les mouvements des indigénistes, etc. Et ils culpabilisent beaucoup l'Occident. Et l'Occident, tout ce qu'il a peur, surtout la gauche, ce qu'ils ont peur, c'est d'être taxé d'extrême droite. Si vous êtes taxé d'extrême droite, c'est fictif. D'ailleurs, moi, j'ai eu des gens qui me le disaient clairement. Moi, la plus grande peur, c'est d'être traité d'extrême droite. Je ne suis pas d'extrême droite. Ils ont peur d'être traités de racistes. Ça les bloque. Et il faut pouvoir leur dire, vous n'êtes pas des gens d'extrême droite, c'est du bon sens, en fait. Si on veut réellement sauver un bon vivre ensemble, si vous voulez qu'il n'y ait pas la guerre, parce que pour moi, clairement, on va vers la guerre civile. Je veux dire, moi, ce que j'ai entendu quand j'ai infiltré ces mouvements salafistes et sœurs musulmanes, elles disaient clairement aux enfants, aux femmes, nous allons vers une guerre parce que bientôt nous allons rentrer en guerre contre ces PD ou contre les juifs, parce qu'il va falloir avancer dans notre agenda, en fait, dans le projet. Ils disent pas projet évidemment, mais ils disent on veut que notre terre ici devienne islamique parce que nous sommes belges, parce que nous sommes français, mais nous sommes musulmans. Donc, la conquête. Oui. J'ai une question, est-ce qu'il y a des pays, on voit que la France donc s'en sort pas, la Belgique alors n'en parlons pas, est-ce qu'il y a des pays quand même qui ont mis en place des politiques pour se protéger contre ce fléau? Parce que j'ai entendu parler de l'Autriche, il fait des choses. J'ai entendu parler, aux États-Unis par exemple, on n'a pas ce phénomène connu. Ils essayent un petit peu. Voilà. Est-ce qu'il y a des exemples de pays qui réussissent, et que la France, par exemple, peut s'inspirer? Tous les pays dans le monde sont touchés de près ou de loin par ce phénomène-là. Même les États-Unis, ils ont aussi ce problème-là. Je dirais que dans les pays de l'Est, ils résistent beaucoup plus parce qu'ils sont plutôt nationalistes. En Pologne, par exemple. Voilà, ils sont très attachés à leur culture. Encore une fois, ils sont attachés à leur culture, ils sont fiers de leur culture. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à être attaché à sa culture. Je pense qu'au contraire, c'est une richesse. À partir du moment, évidemment, où vous ne dépassez pas, où vous respectez évidemment les droits de l'homme, c'est-à-dire que vous n'allez pas assassiner des gens parce qu'ils sont d'une appartenance, etc. Par contre, si des personnes veulent imposer une idéologie ou leurs idées
par rapport et au détriment de votre culture, là, à ce moment-là, il faut être très ferme et dire, non, tu vis en France, ici, la France, voilà, nous avons nos rois, nous avons toute une histoire très riche, et c'est celle-là qu'on apprend. Pour le reste, ça ne nous appartient pas, la religion chez eux. Ils ont fait la même chose avec l'Église, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne le font pas aussi avec l'islam. C'est-à-dire, celui qui veut pratiquer son islam, il le pratique chez lui, mais il ne l'impose pas aux autres et il ne l'impose pas dans les lieux, il ne vient pas avec des revendications. Pour moi, c'est la limite, elle doit être là. C'est ce qu'ils ont réglé depuis 1901, depuis qu'ils ont instauré la laïcité. Mais on voit que maintenant, il y a une recrudescence au niveau, même il y a des catholiques intégristes, vraiment, qui reviennent parce qu'ils voient qu'on laisse les islamistes faire de la propagande et venir sur scène. Ils se disent, mais pourquoi eux, ils peuvent le faire et pas nous ? Donc je pense que là, on va avoir un sérieux problème dans nos pays. Donc il va falloir vraiment agir très vite. Il faut arrêter avant de continuer. Et puis il faut aussi arrêter d'avoir comme interlocuteur des imams. Ouais. On a le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Il faut arrêter de l'inviter comme interlocuteur. On sait très bien que ce monsieur-là, il y a un agenda derrière. Il travaille pour l'État algérien. On sait aussi qu'il y a des islamistes, il y a des frères musulmans ils ont fait un travail. Ils travaillent ensemble avec les frères musulmans. On voit bien que derrière tout ça, il y a toute une dynamique. Il y a aussi l'économie halal, comme l'explique aussi Florence Bergeau-Blaclair dans son ouvrage, le halal ou le marché halal ou l'invention d'une tradition. Par le marché aussi, l'économie, ils arrivent à instaurer les normes islamiques. Parce que contrairement à l'Occident, et ce que l'Occident ne comprend pas, c'est que les islamistes utilisent l'argent pour faire avancer leur agenda politique, alors que les politiques occidentales, elles vont utiliser une religion ou une idéologie pour se faire de l'argent. C'est pas le même projet. Absolument, oui. Même les mosquées sont financées généralement par soit des dons faits par les musulmans pour construire une mosquée, ou bien recevoir de l'argent est reçu aussi par l'extérieur. Aussi. Et puis aussi sur les propositions. Il y a aussi les trafics de drogue, pardon. Sur les propositions, je pense aussi qu'il est impératif d'interdire le voilement des mineurs. Interdire le voilement chez les adultes dans les écoles supérieures universitaires. Je pense qu'il faut aussi commencer à travailler sur l'interdiction du voile dans le milieu du travail, parce que c'est extrêmement important. Ça s'infiltre aussi à ce niveau-là et ça impose aux autres les normes islamiques. Nous, on le voit très très bien à Bruxelles. Ça pose énormément de problèmes parce que le jour où vous avez une majorité de personnes islamisées dans la communauté musulmane et que vous avez des prêcheurs très influents qui disent d'un seul homme, on se lève tous pour faire la guerre, je peux vous assurer qu'ils sont tous prêts à aller au combat et à se tuer pour la cause. Ouais, ça fait froid dans le dos quand même, cette situation de l'islamisme, de l'emprise de l'islamisme dans nos deux pays, que ce soit la Belgique ou... Et là, on a parlé de la France et de la Belgique. Et en ce qui concerne la situation des Amazirs en Afrique du Nord, particulièrement la Kabylie, qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur l'islamisme, sur les frérots? Je pense qu'il faut surtout que l'Occident soutienne en fait, les peuples qui se battent pour défendre une culture. Mais il faut d'abord qu'ils se battent. Ben oui, mais justement... Je parle des pays. Hein. Non, mais je parle de... Mais oui, mais il faut qu'ils soient soutenus, parce que si vous voulez, même les peuples kabyles, si personne les aide... Parce que si vous avez un régime qui lui est aidé, qui lui a des financements, etc., forcément, il devient puissant, et donc les pauvres, je veux dire, les pauvres kabyles ou les minorités qui veulent faire quelque chose, s'ils n'ont pas les moyens pour le faire, c'est comme si vous avez, vous avez une grande puissance contre une petite puissance. Je pense qu'il faut vraiment les accompagner, il faut les aider, il faut pouvoir aider ces personnes-là, d'autant plus que ce sont la solution. Si on veut lutter contre l'islamisme, même dans ces pays-là, il va falloir aider justement les Kabyles à pouvoir venir avec des propositions, à sortir le pays de l'islamisation, parce qu'on sait que l'Algérie, depuis qu'il y a eu notamment aussi la décennie noire, en réalité, elle n'a jamais été désislamisée. Ça a continué. Au contraire, ça s'est accéléré. Exactement. Ça s'est accéléré, ouais. Le fait de retirer le français dans les établissements scolaires, d'arabiser les jeunes, etc., tout ça a fait qu'on a vu finalement une pauvreté croissante. Et malheureusement, et c'est pour ça que moi, si vous voulez, même par rapport à la situation israélo-palestinienne, parce que on me dit souvent, on me reproche de défendre Israël. En réalité, ce qui s'est passé le 7 octobre est beaucoup plus grand que ça. Israël tombe, on tombe tous. Pourquoi ? Parce que le Hamas, la première chose qu'il a fait, après, c'est appeler tous les musulmans dans le monde, là où vous êtes, faites le djihad.
il a appelé un rassemblement communautaire mondial. Donc, djihad, aux meurtres, aux assassinats, exactement. aux donc actes moi, terroristes. je pense qu'il est extrêmement important de les soutenir, et aussi parce que le conflit israélo-palestinien, en réalité, est le ciment de la communauté partout où il est. Donc, un peuple, imaginons l'Algérie, tout d'un coup, vous avez le peuple qui se dit, nous, on fait une révolution et on est contre le pouvoir. Le pouvoir, vous êtes sûr que le lendemain, il va vous dire les pauvres Palestiniens, etc. Et évidemment, ils vont tous se sentir concernés. On se met tous bloc avec l'État et on va plutôt regarder ce qui se passe là-bas. Alors que dans votre propre pays, il y a un problème. Donc c'est vraiment le conflit israélo-palestinien, c'est ce qui permet justement d'anesthésier les peuples dans les pays arabo-musulmans, ou les peuples kabyles, ou les minorités, ou ceux qui veulent reprendre leur indépendance, on les anesthésie avec un problème lointain. Ce conflit-là ne sera jamais résolu parce qu'il sert certaines grandes puissances et les dictateurs. Tant qu'il sert, ce conflit-là ne pourra pas parce qu'il n'y a rien à faire. C'est qu'il va être alimenté pour continuer. Et donc, même si Israël demande la paix ou veut la paix, une reconnaissance de 2 États, etc., en face, il y a des gens qui n'en veulent pas. Et vous avez d'autres pays avec des dictateurs qui n'en veulent pas, parce que c'est ce qui leur permet de dire « Regardez ce qui se passe là ». Donc, si vous enlevez ça, qu'est-ce qui leur reste ? Voilà. Zidane ? Pour rajouter un petit peu sur la Kabylie, parce que c'est un sujet qu'on maîtrise bien. Oui. Voilà. Et parce que là, depuis un petit moment, donc on n'arrête pas de combattre. Donc le régime, nous, quand on combat les deux. Le pouvoir, les État islamiste, État intégriste, État policier. Donc les deux. Le régime algérien, le pouvoir et les islamistes sont les 2 pièces de la même médaille. Donc les 2 faces de la même médaille. Donc, comme on dit chez nous, Moussa el Hajj Moussa, bonnet blanc, blanc bonnet. Donc, il n'y a pas de truc là-dessus. En fait, pour résumer un petit peu par rapport à la Kabylie, donc nous, si on fait rien, donc c'est risque de disparition de notre identité. Donc identité amazigh un peu partout en Afrique du Nord. Déjà il y a ceux qui pratiquement ils sont partis, parce qu'il n'y a plus ce combat et plus particulièrement la Kabylie. Donc c'est elle qui résiste encore, qui milite, mais pour aboutir. Parce que déjà, nous avons réussi, avec le combat qui a été fait pratiquement depuis 2001, à rendre, à mettre ou bien à imposer la question kabyle sur la scène internationale. Maintenant, le monde entier parle de la Kabylie. Avant, c'était à huis clos. Avant, personne ne parlait de la Kabylie. Maintenant, la Kabylie, on parle de la Kabylie à l'ONU, on parle dans le Sénat américain, on parle dans le Parlement britannique, le Parlement français, le Sénat britannique. Donc, quand même, il y a une évolution. Mais ce n'est que le début. Ça veut dire on n'a pas encore abouti, on est encore loin de but, et pour ça il faut donc 3 fronts. Il y a déjà la mobilisation interne. Donc nous, quand on appelle les Kabyles, on leur dit attention, il ne faut pas compter sur l'international. Il faut compter d'abord sur vous. Donc il faut que la Kabylie, donc c'est une question de vie ou de mort. Donc moi quand je dis, ce n'est plus une question politique, de gauche, droite, économie, prolétariat, patronat, on n'est pas dans ce truc. On est là dans une question de vie ou de mort. Soit on se mobilise pour vivre, si on ne fait rien, on sera mort. Et tout le peuple, et tous les peuples amazighs et toute l'Afrique du Nord. Et donc, il faut la mobilisation interne des Kabyles et aussi la mobilisation internationale. Donc, nous, on a la chance, donc, nous sommes dans des pays libres, donc on peut parler. Donc, il faut que toute l'élite, les sachants, toute la diaspora, se mobilise à l'échelle internationale. Et effectivement, comme tu l'as dit, Fadela, il nous faut aussi le soutien international, le soutien de la communauté internationale. Parce que sans ça, on ne peut pas y arriver. Donc, il faut les 3. S'il y a un qui manque, pratiquement, donc on n'y arrivera pas. Donc les 3, c'est les conditions sine qua non pour vraiment pouvoir aboutir à notre émancipation, à notre liberté, à vivre pleinement notre identité et tout ça. Et ça ne tient que... C'est dans nos cordes, ça. C'est dans nos cordes. De travailler pour, démarcher la communauté internationale. Voilà. Donc, c'est en gros ça. Et pour revenir à l'Algérie, donc en fait, déjà, il faut que les Kabyles, ou bien tous les Berbères, mettent dans leur tête comme quoi c'est un choc civilisationnel.
le problème ne sera jamais résolu en Afrique du Nord. Parce que nous, je parle beaucoup plus pour les Kabyles, nous sommes un peuple qui croit aux valeurs universelles. Nous croyons à la démocratie, à la laïcité. Il est intrinsèque, ça fait partie de notre culture. On n'a même pas besoin de prêcher pour. C'est déjà un Kabyle, quand il est né laïque. Il est né démocrate. Il est né pour la paix, pour la justice. Ce qui n'est pas le cas donc du régime algérien et des islamistes et pratiquement malheureusement d'une grosse partie du peuple algérien. Donc eux, ils sont beaucoup plus pour l'autocratie, la théocratie, pour la dictature, pour une dictature militaro-arabo-islamiste, fasciste, obscurantiste, ils veulent tout ça. Et donc nous, on ne peut jamais être dans ce moule. Et c'est pour ça que ça n'arrête pas, d'ailleurs depuis 2001, et on a radicalisé un petit peu parce que nous avons vu le vivre ensemble, voilà, ce que les amalgames qu'on fait ici en France, attention, ça tient pas debout. Ça tient pas debout. Et nous, donc, on est obligé, seule notre liberté pleine et entière, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas, j'ai droit d'avoir ma langue. Non, j'ai besoin de mon indépendance. J'ai besoin de ma liberté entière. D'un peuple à disposer de lui-même. J'ai pas besoin d'une autre idéologie venue d'ailleurs. Pour ne pas dire orientale. Donc, nous avons nos propres identités, nos propres cultures, nos propres territoires, nos propres traditions, nos propres identités. Et donc, c'est ça que nous devons se mobiliser pour les faire vivre. Voilà, en gros, pour résumer un petit peu. Zidane. Rappelons quand même, il y a beaucoup de gens qui confondent entre l'athéisme et la laïcité. La laïcité, c'est le respect de l'ensemble des religions. Ouais. Et l'athéisme, c'est ne pas croire en ne pas croire. Oui, la laïcité aussi libre, croire donc libre de nos croyances. L'homme existe, mais sans une influence. La laïcité englobe tout. Quand on est laïque, on s'en fout. Voilà. Respect des croyances et des non-croyances aussi. C'est croire ou ne pas croire. Ouais, voilà. Liberté de conscience, oui. Oui, donc la laïcité, c'est le respect de l'ensemble des religions. Donc il y a beaucoup de gens qui mélangent un peu les deux. Et donc je voulais juste une question aussi. Quelle est la situation des frères musulmans du salafisme dans le pays rifain? Il est très imprégné. Moi, j'ai eu des contacts avec certaines personnes qui m'écrivent depuis la France. En fait, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, des personnes d'origine marocaine, qui m'écrivent pour me dire que la situation est préoccupante aussi au Maroc. Je pense qu'ils en sont conscients parce qu'il a bien évolué aussi là-bas. C'est-à-dire que les frères musulmans, le roi et l'État marocain essayent de tenir ça à l'œil. Ils sont conscients, ils ne cachent pas non plus le problème. Mais c'est un fléau véritable parce que ce sont des gens évidemment qui sont interdits, ils sont suivis, ils sont surveillés. Le problème, c'est que maintenant ils travaillent en sous-marin aussi, et donc par justement les aides alimentaires pour les personnes. Parce que au Maroc, il y a quand même énormément de gens qui sont dans la précarité, dans la pauvreté, et les islamistes, évidemment, par le bas, ils offrent des aides, et c'est comme ça qu'ils arrivent à islamiser aussi la population marocaine. Donc je pense qu'ils ont aussi, quand on dit que ce fléau touche tout le monde, il touche réellement tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a certains pays comme le Maroc ou d'autres qui essayent quand même de s'en défaire, mais c'est très compliqué. D'accord, parce que nous, on est en plein dedans aussi, sur l'islamisme et cette confrérie aussi des frères musulmans qui sont en train de prendre la Kabylie en étau et de la dévorer à l'intérieur de tuer. Moi, je le considère comme je vois ça comme un cancer qui rentre dans une société et qui tumeur cancéreuse, qui rentre et qui gangrène, jusqu'à disparition, jusqu'à la mort certaine. D'accord. Et une autre question on sait que vous avez participé avec une délégation kabyle à 2 conférences au Dôme de Paris et à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces conférences-là et quelles sont les retombées de ces conférences? Alors, au Dôme, c'était notamment sur l'islamisme et le problème de l'islamisme un peu partout. Et l'idée, c'était, si vous voulez, que des voix puissent en parler d'une manière assez libre, ouverte, et d'expliquer ce qui se passe. Parce qu'il y avait très, très peu... D'abord, ça a rassemblé
des personnalités politiques comme Manuel Valls et Retailleau. Donc c'est quand même important d'avoir des soutiens politiques aussi quand on traite de ces sujets-là. Et c'était aussi l'idée, c'était de rassembler des gens aussi bien de gauche que de droite, c'est-à-dire que de dire que l'islamisme concerne tout le monde et que ça peut pas être juste quelque chose qui doit être pris que par un seul parti politique. Il dépasse les partis en réalité politiques. Donc il faut que tout le monde s'en saisisse. Et au Dôme, l'idée c'était de parler de l'islamisme, de son danger à travers des personnes qui viennent témoigner ou des experts qui viennent expliquer un peu qu'est-ce que l'islamisme, ce à quoi on a affaire. Ensuite, pour la deuxième, donc après à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, ça regroupait. Et donc, pardon, le Dôme, ça regroupait aussi les personnes qui subissent l'antisémitisme, parce que on sait que depuis le 7 octobre, il y a quand même une explosion d'antisémitisme, qu'on voit bien que les islamistes derrière, etc., sont derrière. Ensuite, vous aviez donc l'Assemblée nationale. Là, ça regroupait. C'était surtout autour de la question de l'Iran. Du combat des Iraniens contre le régime des Mollahs. Et donc, il était important aussi qu'il y avait Mona Jafarian, il y avait Lara Fatimi, qui est avocate et qui est franco-marocaine. Elle a parlé par rapport à la France, donc qui a parlé de son expérience à travers la France et sur le lien avec l'islamisme. Mona Jafarian, qui est d'origine iranienne, elle a parlé de son vécu et de ce qui se passe en Iran et l'histoire de l'Iran. Et moi, j'ai plus abordé la question de l'islamisme à travers la Belgique pour expliquer, voilà, ce qu'a été la Belgique, la situation actuelle et le devenir le miroir en fait de la France. Et donc derrière tout ça, on a fait des propositions, et les propositions que nous avions faites, c'était notamment donc l'interdiction du port du voile. Pour nous, ça nous passait évidemment, c'était primordial pour les mineurs et dans les universités, etc. Donc on a fait plusieurs propositions en fait qui vont être étudiées, qui vont être probablement adoptées. En tout cas pour l'instant, ça va être proposé. En France pour qu'elle puisse faire partie de la loi. D'accord, ok. Oui, Zidane ? Ah oui, et là, par contre, pardon, il y a aussi le fait de dissoudre les associations fréristes ou islamistes, toutes les associations sportives, etc., qui véhiculent des propos islamistes ou qui sont financées, donc couper aussi les financements, etc. Donc c'est vraiment des mesures concrètes pour essayer justement d'éliminer le maximum d'associations qui sont très influentes, fermer aussi les mosquées, évidemment, qui sont sous emprise aussi. D'accord. Donc justement là-dessus, en fait, j'ai personnellement avec une équipe, donc nous avons participé aux deux au Dôme et à l'Assemblée nationale. Au Dôme et à l'Assemblée nationale. D'accord. Et en fait, moi j'étais un peu plus satisfait, très content, hein, donc parce que j'ai entendu des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre d'habitude, quoi. C'est que j'ai entendu dire, enfin l'audience à la fois au Dôme et à la fois à l'Assemblée nationale, c'est que les gens en ont ras-le-bol. Les citoyens en ont ras-le-bol. Et maintenant, ils disent, bon, les constats maintenant, tout le monde sait les dangers, tout le monde connaît les enjeux. Qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, je sens une pression sur le gouvernement. Donc c'est déjà, en fait, il y a une conscientisation, il y a un éveil des citoyens français. Maintenant, ils demandent au gouvernement, donc aux politiques français, arrêtons maintenant de blablater, arrêtons de parler, passons aux actes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles sont les solutions ? Et je pense que toi, Fatela, tu connais bien, tu as donc contact avec pas mal de ces politiques. Je ne sais pas si, eux aussi sont conscients, ils peuvent répondre favorablement par rapport à ça. Donc, vous savez, le problème du politique, c'est que soit vous avez des politiques, c'est-à-dire qu'ils pensent surtout à leur carrière et ce que ça va leur apporter, soit vous avez une personnalité qui va ressortir de tout ça. Pour l'instant, je vous avouerai que, à part Bruno Retailleau, qui a vraiment montré quand même des choses qu'il a quand même mis en place, etc. Pour moi, il nous faut vraiment des personnalités qui ont un projet pour leur pays, qui voient sur du long terme et qui veulent vraiment servir leur pays. Tant qu'on n'a pas ça, ça va être très problématique. Donc j'espère vraiment que Bruno Retailleau ou d'autres personnalités ont plus une vision sur du long terme et pensent plus finalement à leur nation plutôt que leurs propres intérêts. Heureusement, comme vous le dites, les citoyens sont conscients. La masse est confrontée à l'islamisme, est confrontée à cette gangrène. Je pense qu'eux commencent à en avoir vraiment marre. Ils entendent évidemment les attaques au couteau qui sont quasiment quotidiennes, les attentats qu'il y a eu, etc.
Pour moi, clairement, il faut surtout aussi pouvoir dire aussi aux gens français, belges, etc., vous n'êtes pas raciste. Ce que vous voyez existe réellement et vous avez le droit de répondre, vous avez le droit de vous lever, vous avez le droit de demander, vous avez le devoir de demander à vos personnalités politiques d'agir maintenant. Et c'est cette force-là qui va faire la différence. Moi, je n'attends pas grand-chose du politique en réalité. Je pense que ça va venir du citoyen. Les citoyens, s'ils interpellent les politiques, le politique bougera. Si les citoyens ne font rien, à ce moment-là, le politique se dira on va continuer toujours dans la même direction, ce qui va être une catastrophe. D'accord, merci. Et on sait que l'islamisme, le fondamental islamique, sa première proie, c'est quand même la femme. En tant que vous, femme militante, quelle est votre vision vis-à-vis de cette attaque-là, de cette prise, cette manipulation de la femme dans l'islam? Alors les frères musulmans, ce qu'ils ont compris, ils ont eu ce génie de comprendre, notamment Youssef Al-Qaradawi, qui a été le maître penseur des frères musulmans. Il a très vite compris que c'est par la femme, l'éducation, qu'on va pouvoir islamiser les enfants. C'est comme ça que ça va se transmettre. Donc il a demandé à ce que les femmes puissent poursuivre des études et puissent être, elles, celles qui vont transmettre aux enfants, qui vont islamiser les enfants. On voit de plus en plus de militantes femmes, des femmes qui disent « c'est ma liberté, mon choix ». En réalité, il n'y a aucune liberté. La seule liberté qu'elles font, c'est de se soumettre à un dogme, qui se soumettent à une religion, mais c'est pas une liberté. Le problème que nous avons, c'est que nous avons des militantes qui sont structurées, qui sont de plus en plus présentes, parce que les frères musulmans ont compris aussi que nos États ont une faiblesse, c'est dans les droits de l'homme, c'est celui de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et en fait, ils utilisent les droits de l'homme, ils retournent la démocratie contre nous-mêmes. Et ils vont justement, par ce biais-là, dire pour les droits des femmes, si une femme veut porter le voile, qu'elle le porte, etc. Donc ils l'utilisent. Donc pour moi, si vous voulez, chez les femmes, il y a celles qui sont des, qui sont en proie à cet endoctrinement, celles qui la subissent, et puis vous avez celles qui véhiculent et qui sont complices. Et je pense qu'il faut les prendre très au sérieux et il faut lutter contre ça. Il ne faut pas prendre des femmes pour des victimes, que des victimes. Il y a aussi des femmes qui ne sont pas victimes, qui sont des bourreaux. Il y a des enfants, les petits garçons sont aussi victimes, si vous voulez, de l'islamisme, que ce soit des garçons ou des filles. Dans les deux cas, ils sont victimes de cela. Et je pense qu'on a intérêt à mettre le haut là. C'est pour ça d'ailleurs que la proposition d'interdire le voilement des mineurs, elle n'est pas pour rien. C'est parce qu'on sait aussi que au plus jeune vous le portez, au plus il va être difficile de l'enlever. Moi, j'ai vu des jeunes filles qui ont été dans des écoles islamiques, même des écoles, on va dire, plutôt que d'aller dans les écoles publiques, on les mettait dans les mosquées pour apprendre et étudier. Plus tard à l'adolescence, ces jeunes filles, même si elles voulaient l'enlever, elles ne pouvaient pas l'enlever. Elles avaient psychologiquement, elles avaient des problèmes psychologiques. Elles étaient repliées sur elles-mêmes, elles étaient mal dans leur peau, etc. Et elles n'ont jamais pu réellement sortir en fait de ce dogme. Il faut les accompagner. Pourquoi, à votre avis, elles ne peuvent pas l'enlever si elles le mettent parce qu'elles grandissent avec Parce que à partir du moment où depuis petit on vous met ce voile et on vous dit que c'est la pudeur, que vous ne pouvez pas être nu, que le rapport en fait au corps est différent. Vous changez votre rapport au corps, vous avez honte de votre corps, puisque vous savez qu'en islam, une fille, elle doit rester vierge pour le mariage, parce que vous savez que si jamais vous découvrez une partie de votre corps, vous êtes traité de pute, etc. Moi-même, je veux dire, pourtant, moi, je suis sortie de tout ça. Mais à Bruxelles, ça ne me viendrait jamais à l'esprit d'aller mettre une jupe ou même une robe, parce que je sais que je vais rencontrer des personnes. Vous êtes menacée, je suis menacée et je sais que le nombre de crachats que j'ai déjà dû subir, les pressions que j'ai dû subir, etc. Donc vous savez que vous êtes traité comme une malpropre, vous vous sentez sale, etc. Donc il y a un problème, il y a vraiment, c'est comment dire, j'ai oublié le terme exact, une violence psychologique qui est extrêmement lourde pour la femme, le port du voile depuis l'enfance.
Donc les gens ne se rendent pas vraiment compte, pas avant de l'avoir porté. Je ne sais pas si les gens ont déjà testé de porter un djilbab. Moi, je l'ai fait une fois pour faire un test dans la rue. J'ai porté un djilbab. Ça vous tire vers l'arrière. Vous êtes complètement contracté dans le dos. Vous contrôlez le corps. Vous n'êtes plus en mouvement libre. Il n'y a pas de liberté. Vous ne sentez pas vos cheveux au vent, etc. En fait, on vous coupe et on vous efface. Vous n'existez plus. Donc finalement, le voile, quelque part, c'est effacer le corps de la femme, mais c'est aussi effacer la femme complètement en réalité. Et c'est ça qu'ils veulent. Parce que derrière la longue tenue, sur du moyen et long terme, c'est d'effacer complètement la femme. Et on l'a vu en Afghanistan quand ils ont à un moment donné dit on veut interdire les femmes de parler entre elles. Là, tuez-les. Qu'est-ce qui va leur rester? En plus, on leur enlève aussi la parole. Donc, on va de plus en plus loin. D'accord. Oui, Zidane. Par rapport, pour continuer ce qu'a dit Faridila, et c'est un appel qu'on fera particulièrement aux femmes kabyles, c'est que le voile, c'est pas juste un tissu, c'est pas juste un bout de tissu. Dès que tu mets le voile, c'est un bout de ton identité qui s'efface, c'est un bout de ton histoire qui est parti, c'est ta vie c'est comme si tu es morte, voilà. C'est ta vie qui est en train de mettre en jeu. Donc voilà, le voile est très dangereux. Vous pouvez être spirituel, avoir une croyance privée sans pour autant s'exposer ou donner de soi. Donc c'est très dangereux quand on dit que le voile c'est pas juste un bout de tissu, c'est vraiment un grand problème pour la personnalité de la femme elle-même, quoi. Et voilà, donc c'est pour ça que j'appelle les femmes kabyles à ne pas, celles qui le mettent, il faut qu'ils l'enlèvent, et celles qui le mettent pas, bravo, continuez comme ça, et ainsi on va préserver notre culture, notre identité, notre tradition, ainsi de suite. Ce que tu veux dire par là, c'est que Dieu est partout. Ouais. Il n'est pas seulement dans les mosquées ou dans les habits, mais il est partout. Donc, il n'est pas nécessaire quand même de s'habiller pour croire en Dieu ou avoir une religion, de s'affirmer. Et sachant que notre identité, notre culture, notre tradition, et les traditions orales, et ça a été transmis à travers des générations par la femme kabyle. Donc, c'est la femme kabyle pour nous, elle est le pilier. Donc pour nous, les femmes kabyles, à l'époque, quand on était indépendants et tout ça, on en faisait des reines. Alors qu'ailleurs, il tuait mort-né, quoi. Et là, nous, donc, si on touche à la femme kabyle, on touche à notre identité, on touche à ça, voilà. Absolument. Donc faites attention. Ok. Juste une question par rapport justement à la Kabylie. Là, vous savez qu'on est dans un processus de combat, plutôt dans un combat pour l'autodétermination de la Kabylie. Que pensez-vous de ce combat-là, pacifique bien sûr, de l'autodétermination du peuple kabyle? Alors, moi, ce que je trouve marrant, c'est de toujours dire c'est pacifique. Pourquoi est-ce qu'on devrait être pacifique avec des gens qui vous veulent la guerre? Ça, c'est déjà une première question. Moi, je pense qu'il y a une guerre qui vous est menée. Il faut combattre. Et il faut combattre avec tout ce que vous pouvez avoir comme moyen, si vous voulez, pour combattre. Si en face de vous, vous avez des gens avec des armes qui veulent vous tuer, vous devrez avoir des armes pour pouvoir répondre. Si vous avez besoin de financement pour pouvoir construire la Kabylie, offrir des universités, offrir en tout cas un meilleur avenir pour le peuple de la Kabylie, il va falloir obtenir des financements pour pouvoir construire. Et d'ailleurs, en priorité, construisez des hôpitaux, des universités, des bibliothèques, parce que les mosquées, ça ne rapportera rien du tout. En réalité, c'est pas ça qui va vous sauver. Et moi, ce que je constate, c'est que partout, dans tous les pays, etc., c'est que la première chose que les gens font, c'est de construire une mosquée. Or, c'est pas ça qui va permettre justement d'être indépendant et de pouvoir construire et de poursuivre à transmettre, si vous voulez, votre culture. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est effectivement de construire ces lieux-là et puis aussi de vous armer, non seulement intellectuellement, mais aussi de vous armer physiquement, d'obtenir les moyens nécessaires pour vous défendre. D'accord, merci bien. Zidane, tu veux rajouter quelque chose? Effectivement, donc là... La détermination de la Kabylie, oui. Oui, par rapport à ça. Donc, nous, c'est une décision. Hein, donc, moi-même, j'en ai participé beaucoup pour ça. Donc, pour, à l'heure actuelle, nous, en fait, on croit donc au combat pacifique, comme l'a fait Nelson Mandela, comme l'a fait Mahatma Gandhi, comme l'ont fait beaucoup. Voilà. Donc, en fait, le combat pacifique,
je comprends bien ce que vous dites, mais le combat pacifique pour nous, donc nous avons des chances d'aboutir, enfin nous croyons, mais il faut qu'il soit mené à bien. Je veux dire, c'est pas juste dire voilà, vive la Kabylie libre indépendante, ou faire des marches, ou faire des trucs comme ça. Non, donc comme on a dit, il faut une mobilisation interne et mobilisation de la diaspora, la communauté internationale. Et il ne faut pas laisser le régime algérien dormir et les frères musulmans, il n'y a pas que les frères musulmans, tous les islamistes. Donc il faut vraiment être sur les qui-vive, être vigilant de tout ça jusqu'à ce qu'on nous arrachions voilà, notre indépendance. Et par exemple, je prends le cas de PKK. Donc turc, il a opté pour la lutte armée, et voilà, là il a décidé d'arrêter de se dissoudre. Voilà, donc quand on déclare l'armée, il faut avoir les moyens de sa politique aussi. Voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, tout simplement. Nous arrivons à la fin justement de cette émission. Madame Massouri, merci d'être en tout cas venue. Je vous laisse le dernier mot éventuellement, si vous avez quelque chose à rajouter. Non, mais écoutez, merci. D'abord, c'était très agréable comme échange. Ça permet aussi, moi aussi, j'apprends des choses quand même, parce que on va dire que la Kabylie, c'est pas non plus mon pays d'origine, donc je connaissais des choses. J'avais déjà entendu certaines choses, etc., mais je le connaissais pas à ce point-là. Donc j'ai appris pas mal de choses. Maintenant, pour revenir juste par rapport au pacifisme, parce que c'est quand même important, je pense, cette notion, c'est que si vous voulez, moi, j'ai beaucoup cru aussi en Gandhi, etc. Mais c'était aussi une période où vous avez les nations accompagnaient les gens et défendaient les peuples qui étaient opprimés. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que quand vous avez des peuples qui sont opprimés, si on ne les aide pas au niveau des capacités pour le faire, ils ne l'ont pas. On dit toujours, si vous voulez une paix, un ennemi, il ne peut vous respecter que s'il est capable de voir que la personne peut répondre. Si vous ne répondez pas, s'il voit que vous êtes en incapacité de répondre, je ne dis pas forcément qu'il faut faire la guerre. Je dis que si vous avez les capacités de faire la guerre, en face, ils vont réfléchir à 2 fois avant de vous proposer, avant de vous faire la guerre. Oui. Par contre, si vous êtes faible, ils viendront automatiquement vous attaquer. C'est là où je dis qu'il faut aussi s'armer. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est pas, allez, il faut aller faire commettre des attentats, etc. C'est vraiment non, il faut avoir les moyens pour qu'en face, on vous respecte. Parce qu'on sait très bien que tous ces régimes et ces politiques-là, ils ne fonctionnent que par l'autorité ou par la violence. Et pour eux, une personne ou des personnes qui ne sont pas capables de répondre, pour eux, ce sont des faibles. Et ils verront ça de cette manière-là. Et finalement, voilà, ce sont des proies qui sont faciles à avoir, à atteindre. D'accord. Merci beaucoup. Zidane, tu as quelque chose à ajouter? Moi, je veux dire, voilà, juste merci Fadila d'être venu. Nous sommes très contents. J'espère qu'on n'a pas été dur. Voilà. Et puis, c'est votre maison. Vous venez quand vous voulez. Voilà. Donc, nous sommes là pour ton combat. Nous te soutenons. Voilà, nous sommes avec toi. Donc, si tu as besoin de nous, nous sommes là. Voilà. Okay. Je vous renvoie la même chose, et si vous avez besoin. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, il serait temps peut-être de faire un concert avec Enrico Macias. Je sais qu'il y avait eu des demandes auprès de certains Kabyles, mais ça peut être quelque chose de très fort, parce que finalement, on peut aussi montrer qu'il y a une ouverture et qu'il n'y a pas qu'une fermeture, et qu'on peut justement recréer des liens entre les gens. On va essayer de l'inviter. Oui, pourquoi pas. Enrico Macias. On avait déjà des chanteurs ici. Il va nous fredonner. C'est magnifique. Il va nous parler de sa vision, de l'Afrique du Nord, des Berbères, des Amazirs, de sa vision de l'existence aussi de notre communauté au niveau international. En tout cas, nous le saluons énormément, on l'aime énormément. Moi, j'ai grandi avec Enrico Macias et il est bienvenu en tout cas. D'ailleurs, je l'ai vu au Dôme, il était là, donc nous avons pu parler avec lui, et moi je lui ai dit, écoute, pour moi, tu es kabyle. Voilà. T'as tous les trucs pour être kabyle. Voilà, la Kabylie indépendante, tu es le bienvenu. Voilà. D'accord, écoutez, bien sûr qu'il sera bienvenu en Kabylie indépendante. Merci. En tout cas, merci Madame Maroufi, merci pour d'être venue parmi nous. Ce que vous avez dit est extrêmement intéressant et passionnant. Et juste pour dire, on recommence à les Kabyles. Fadila aussi, pour nous, tu es Kabyle. Voilà, donc il y a pas. Et la Kabylie, c'est une terre pour tous les Berbères, sans exception. Et voilà. Et toi la première. Merci beaucoup. Voilà. Merci bien. Voilà. Donc bien sûr, une dernière pensée, bien sûr, toujours la pensée pour ceux qui sont actuellement en prison dans les geôles algériennes. Voilà, oui, effectivement, on a des Kabyles qui sont actuellement emprisonnés parce que tout simplement, ce sont des Kabyles.
et qu'ils subissent les affres du pouvoir mafieux terroriste algérien, arabo-islamiste. Voilà. On veut nous effacer, nous on reste, on travaille et on résiste. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à notre télévision, radio-télévision Kabyle. On veut plus d'abonnés, plus de force pour pouvoir être avec vous et organiser aussi des émissions telles que celle-là. Merci bien. À la prochaine fois.